Bonjour à tous, je suis Fanny Cadoré, je suis la chargée de mission amont et première transformation au sein de FIBOA Hauts-de-France. Aujourd'hui, je serai l'animatrice et la gardienne du temps de ce webinaire qui est intitulé Quelle stratégie de valorisation des essences et qualités secondaires. Aujourd'hui sont présents à ce titre les interprofessions FIBOA Hauts-de-France, Île-de-France et Normandie, ainsi que le cabinet Ideobis représenté par Mathieu Poulonneau, et les étudiants qui ont eu la joie, si je peux dire, de travailler sur ce projet. Ce sont des ingénieurs actuellement, je pense qu'on peut dire que ce sont des ingénieurs ponts, eaux et forêts. Je laisserai le soin à chacun de se présenter en début d'intervention. Ce webinaire se déroulera en 3 temps. On aura un premier temps qui concernera la présentation de la ressource et des marchés des essences et qualités secondaires. Ce sera Mathieu Foulonneau qui interviendra. Ensuite, on abordera plus la partie politique, quelle politique d'innovation qui pourrait intégrer la valorisation des essences et qualités secondaires. Ce seront donc nos étudiants qui interviendront. À chaque fin d'intervention, on aura un petit temps de questions-réponses. Et enfin, avant de laisser les partenaires introduire ce webinaire, quelques petites informations de base. Les micros et les caméras sont coupés pour le public. Les questions peuvent être posées dans la partie conversation de l'outil de visio. Si possible, précisez la diapo, sinon l'intervenant lors de votre question. Et enfin, le webinaire est enregistré et donc cette vidéo sera mise à disposition ainsi que les documents évoqués sur les sites internet respectifs et pages YouTube respectives des différents intervenants. Si j'ai rien oublié, je pense que maintenant on peut officiellement démarrer ce webinaire et je vais donc laisser l'introduction aux mains de nos chers partenaires de projet. Merci Fanny. Bonjour à toutes et à tous et je vous prie de m'excuser pour le petit retard qui est de mon fait, les joies de la connexion. Voilà, même après 2 ans de pandémie, on en est toujours là. Effectivement, on va vous faire une petite introduction à 3 voix, ce qui n'est pas si courant, parce que c'est un projet porté par 3 FIBOA. Je pense que, a priori, vous connaissez, mais vous avez un FIBOA dans votre région, il y a des FIBOA dans chaque région, et nous sommes les interprofessions régionales de la filière forêt-bois. C'est-à-dire que nous sommes les seules instances qui, à l'échelle de nos territoires, donc de nos régions, les instances qui regroupent tous les acteurs de la filière. Alors, toutes les organisations professionnelles, tous les acteurs, on est toujours de la graine à la planche, mais voilà, tous les gens qui agissent pour planter des arbres, les valoriser, pour construire. Et c'est pas si facile que ça, mais c'est aussi très stimulant et très intéressant. Et c'est aussi parce qu'on a cette habitude de travail en commun qu'on a mené ce projet. Il y a donc des FIBOA dans toute la France et tous les FIBOA sont réunis dans FIBOA France qui nous représente au niveau national. Je ne vais pas revenir trop sur nos rôles. Je pense que ce qui est important de savoir, c'est que c'est parce que justement, donc, comme je vous le disais, on a des habitudes de travail ensemble et parce qu'on est à l'écoute de nos territoires que cette problématique dont on va parler ce matin est remontée. Elle nous a été signalée par nos partenaires et c'est comme ça que nos techniciens ont commencé à creuser le sujet et qu'on a choisi d'y aller, d'avancer sur ce sujet pour alerter, pour lever des problématiques et essayer de trouver ensemble des choses et c'est ce qu'on va essayer de dérouler ce matin. Avant de passer la parole à Anne-Sara pour FIBOA Normandie, juste quand même un mot très important, c'est de dire que tout ce qu'on vous présente ce matin a été possible grâce au soutien financier de nos partenaires, l'État et la région. Donc l'État via la direction de l'agriculture, donc la DRAF Hauts-de-France, qui a financé en grande partie une des études, et puis grâce au soutien également du Conseil régional Hauts-de-France, qui soutient aussi fortement la filière forêt-bois. Et donc, bien sûr, nous leur renouvelons nos remerciements pour nous avoir permis de mener ces travaux. Et ben, je passe tout de suite le relais à Anne-Sara pour FIBOA Normandie. Merci beaucoup Fabienne. Quelques mots sur les enjeux qui nous ont ouverts à ce sujet. Déjà, comme le rappelait Fabienne, on a des similitudes entre entre nos 3 régions. La principale d'entre elles est que nous sommes des régions qui ne sont pas les plus forestières de France et avec une grande majorité de feuillus, puisqu'ils représentent 90 de la ressource sur pied sur ces 3 régions. Parmi ces feuillus, il y a évidemment une bonne partie de ce qu'on va appeler feuillus secondaires, ce qui sera défini sans doute un petit peu plus tard dans cette matinée. Et en fait,
Ces feuillus secondaires sont une ressource potentielle dont nous voulions, à travers ce travail prospectif, étudier les contours et de la ressource jusqu'aux usages potentiels. Nous voulons ainsi comprendre pour mieux prévoir si cette ressource serait une réponse à plusieurs enjeux présents et à venir. Quelques-uns de ces enjeux, déjà aujourd'hui, je pense que tout le monde est conscient qu'il y a une tension sur certaines ressources feuillues, en particulier sur le chêne, tension qui est aussi, ouverte à d'autres essences comme le hêtre avec, des risques, alors le hêtre étant une essence, principale pour nous en Normandie, avec, des risques liés au changement climatique et donc l'idée est d'ouvrir, à l'étude cette possibilité d'élargir la mobilisation de bois, à d'autres essences aussi pour des raisons environnementales et faire baisser la pression sur les essences objectifs, en forêt. Par ailleurs, autre enjeu qui est lié plutôt aux usages, et c'est qu'il y a un potentiel, d'accroissement de la demande qui est lié aux nouvelles réglementations environnementales dans la construction, et peut-être aussi à terme une prise en compte, alors on n'en est pas encore là, mais une prise en compte plus importante, de la provenance géographique, du matériau, en particulier, là aussi, dans les réglementations environnementales, qui sont à venir. Ce qui ouvrirait donc à des usages, nouveaux pour, ces matériaux, qui sont très présents dans nos régions et donc les travaux qui ont été engagés ici avaient vocation à nous livrer des premières pistes de réflexion sur ces sujets et je vais passer la parole à Olivia qui va en dire un petit peu plus sur ces travaux en question. Merci Anne-Sara, merci Fabienne, bonjour à tous. Donc moi je suis déléguée de Fibois Île-de-France. Donc effectivement, on a souhaité mener à trois voies deux études assez complémentaires dans la même temporalité. La première qu'on va vous présenter, qu'on a nommée Valsec, et qui est donc menée par Mathieu Foulonneau du cabinet Ideobis, qui vise à porter un regard à la fois objectif et technique sur l'état de la ressource des feuillus de qualité secondaire sur nos trois régions. Hein, donc, de quelles essences on parle, quel volume de bois sur pied, quelle facilité aussi à mobiliser ces bois. Quel marché, quels débouchés locaux, que ce soit des marchés actuels à compléter ou alors des marchés potentiels qui sont présents dans d'autres régions qu'on pourrait développer chez nous. Et puis, quels freins à dépasser ou quels leviers à actionner pour pouvoir développer ces marchés et implanter ces nouvelles filières économiques. Voilà. Donc cette étude est encore en cours. Elle arrive bientôt à son terme puisque Ideobis rendra son rapport fin février. Mais voilà, on est déjà très, très bien avancé pour vous présenter ces contours aujourd'hui. Et puis une deuxième étude réalisée par 4 étudiants du master spécialisé politique et action publique dans le développement durable, qui est un master développé par l'École des Ponts et AgroParisTech. Donc ils ont réalisé cette étude dans le cadre d'un cours qui s'appelle Groupement d'analyse pour l'action publique. Là, l'idée, c'est de voir comment nous pourrions mobiliser l'action publique afin de favoriser la valorisation de ces essences à travers différents leviers qu'ils vous détailleront, que ce soit la contractualisation, la commande publique, l'investissement ou les questions d'innovation. Voilà. Les étudiants ont soutenu leur mémoire cette semaine et j'en profite pour les féliciter pour la qualité du travail rendu. Voilà, pour nous, ce webinaire est important puisqu'il constitue un peu la fin d'une première étape dans l'analyse de ces données-là. Ensuite, on souhaite prendre un peu de temps pour mouliner tout ça et puis travailler aussi avec les autres acteurs de la filière qui sont présents sur ces sujets. Je sais que la FNB, que je salue, qui nous écoute, a réalisé aussi des travaux et ce serait intéressant de croiser nos regards. D'autres instances aussi peuvent être associées afin qu'on puisse définir pour les mois à venir des actions et que ces travaux puissent se concrétiser. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre écoute et puis je passe la parole à Ideobis pour démarrer le travail, ou à Fanny peut-être. Merci beaucoup. Bah non, Olivia, c'est bon. Du coup, tu as fait la transition, c'est parfait. C'est parfait, allons-y. Mathieu, c'est à vous. Vous m'entendez? Très bien. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran en espérant que tout fonctionne comme je le souhaite. Diaporama, non.
Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Oui. Parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Un exercice pas simple, résumé en 40-50 minutes max. Le sujet n'est pas simple, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. Ça va aller assez vite. Et nous aurons l'occasion de revenir lors des questions-réponses sur certains points si vous le souhaitez. Merci à Fibois, aux 3 Fibois du nord de la France de m'avoir fait confiance pour cette étude qui, à titre personnel, me tenait à cœur. Problématique intéressante et importante. Je l'ai intitulé en sous-titre de la pertinence pour les régions du nord de la France d'entamer la construction, on aurait pu dire la reconstruction d'une filière feuillue. Vous allez voir pourquoi. Je me présente rapidement. Moi, ça fait 25 ans que je suis au service de la filière bois, dans l'industrie, dans le négoce, essentiellement lié à la construction et à l'aménagement. J'ai eu l'occasion de développer de nombreux produits, de nombreuses marques, et depuis 11 ans, donc, je suis consultant pour la filière, aussi bien les organisations que les entreprises. Et j'ai l'habitude de dire, alors c'est un chiffre qui évolue évidemment, mais à l'occasion de toutes mes missions diverses et variées, j'ai pu estimer à 10 000 le nombre d'échanges directs avec des utilisateurs, des prescripteurs, des transformateurs, qui me donnent voilà, une certaine légitimité pour parler du matériau. J'ai la chance d'avoir côtoyé énormément d'utilisateurs. La méthodologie de l'étude au sens large, pas seulement de ce webinaire, donc de l'ensemble de l'étude, donc une analyse documentaire finalement assez classique, avec un certain nombre de documents qui ont déjà été publiés par la filière, que j'ai relus et dont j'ai tiré certains enseignements, des questionnaires adressés aux acteurs de la forêt, qu'on a l'habitude d'appeler l'amont. Donc ça, c'était sur la période octobre-novembre, complété par des entretiens téléphoniques, plutôt à destination des utilisateurs ou des prescripteurs, voire des distributeurs. Ça, c'était assez récemment. J'ai encore eu quelques entretiens ces derniers jours. 75 professionnels à ce jour ont partagé leurs informations et j'en profite ici pour les remercier. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui nous écoutent. Donc merci à tous et merci quand même à ceux qui n'ont pas eu le temps de répondre, d'avoir voilà, reçu mes sollicitations et certains ont essayé de répondre par mail. C'était déjà pas mal. Globalement, dans cette étude, il y aura dans la restitution finale, donc l'état des lieux de la ressource, on va en parler un peu aujourd'hui, identification des enjeux, qu'ils soient régionaux ou nationaux, quelques propositions de pistes d'action avec des détails pour certaines actions et évidemment un planning, proposition de planning, et malgré tout une approche économique, alors très difficile sur ce secteur, mais voilà, je pense que c'est bien à un moment donné de mettre des chiffres. Donc vous verrez, j'en distillerai quelques-uns lors de ce webinaire. Évidemment, il n'engage que moi, mais c'est important d'avoir à peu près des ordres de grandeur. Termes économiques, j'entends. Donc dans ce webinaire, un contexte que je vais détailler tout de suite, le périmètre de l'étude que je vais rappeler, et donc essence par essence, mais vous verrez qu'on les abordera pas toutes. Une synthèse à la fois de la ressource, du contexte, des usages et quelques propositions. Parmi les essences que nous n'aborderons pas lors de ce webinaire, le chêne et le hêtre, mais Anne-Sara l'a un peu dit, sont déjà des essences qui sont sous pression, sous tension, avec des débouchés connus, notoires, et pas de problème particulier, même concernant les qualités secondaires qui aujourd'hui trouvent à être valorisées. Les peupliers au sens large ne seront pas abordés, qu'ils soient forestiers ou cultivés, pour une bonne raison, c'est que les peupliers cultivés sont déjà pas mal soutenus, notamment en Hauts-de-France, et n'ont pas révélé lors des entretiens de problèmes notoires. Quant aux peupliers forestiers et aux grisards, qui sont souvent associés en termes de type d'essence, les volumes sont très faibles, de même que pour le robinier, où les volumes sont très faibles, même si beaucoup en parlent, et qui, pour ce qui concerne le robinier, sont souvent assez facilement valorisés. Donc pas de problème à proprement parler. Le saule n'a pas de débouché à valeur ajoutée connue, n'a pas semblé dégager un grand intérêt, même s'il y a des volumes, donc on pourrait se dire que c'est un sujet à long terme, le jour où on aura entre guillemets plus que ça à se mettre sous la dent. L'orme est un vrai sujet d'avenir à surveiller, mais les volumes sont vraiment sur des bois très jeunes aujourd'hui, et puis on sait que la graphiose qui a décimé cette essence sévit encore, donc un sujet, je dirais, à garder en veille. Quant au tremble, au tilleul et à l'aulne, ce sont des vrais sujets qui seront traités dans l'étude, mais que nous n'aurons pas le temps d'aborder en détail ici. J'en dirai juste quelques mots un peu plus tard. Un rappel des principaux enjeux tels que je les ai détectés au fil de mes entretiens et d'après les témoignages. L'enjeu n'est vraiment pas
de récolter plus de bois aujourd'hui, puisque l'essentiel de ces bois, il faut bien en être conscient, l'essentiel de ces grumes, avant même d'être sciés, partent à l'export, que ce soit le frêne, l'érable ou toutes les essences que nous allons aborder. L'essentiel part à l'export, c'est dans des proportions bien plus importantes que le chêne dont on entend souvent parler. Ces essences-là, sans qu'on en parle, partent essentiellement à l'export. Donc, le premier enjeu, c'est vraiment de conserver les grumes chez nous, en France, et pour cela, il n'y a qu'un moyen, c'est de pouvoir les transformer, parce que si elles partent, c'est que nous n'avons pas les outils de transformation adéquats, correspondant au volume que la forêt produit. Donc, il nous faut absolument des outils pour créer de la valeur et effectivement, accessoirement, créer de l'emploi, ce qui, pour les économies locales, est évidemment une opportunité. Excusez-moi. Et dans un deuxième temps seulement, mais je dis bien dans un deuxième temps, lorsque des filières locales auront été recréées et qui nécessiteront de la main-d'œuvre et des savoir-faire, à ce moment-là, et de la matière, pardon, il faudra, et qu'on vient de s'organiser dès maintenant, évidemment, mais la nécessité de sortir des volumes n'est pas immédiate, elle le sera dans un deuxième temps. Si nous sortons des volumes des forêts tout de suite, la tendance sera d'alimenter l'export dans un premier temps, ce qui est possible, mais ce qui n'est pas forcément très utile, entre guillemets. Un témoignage, alors je sais que François Lacoste, j'ai cru comprendre qu'il était dans l'assistance, j'espère qu'il me pardonnera de l'avoir cité, je n'ai pas pris le temps de lui demander son autorisation, mais je pense que son témoignage est intéressant et j'espère ne pas avoir déformé ses propos. C'est une manière de voir l'enjeu et j'aime bien cette vision-là. Il s'agit de recréer tout un écosystème, et on parle bien d'écosystème et de recréation, quelque chose qui a donc disparu, clairement, tant qu'il en est encore temps, autour d'un matériau local, de métiers manuels et attractifs aux conséquences environnementales et paysagères positives. Je pense qu'on sera nombreux à s'accorder sur l'ensemble de ces propos. Un petit rappel de contexte historique. Peu de gens, je pense, je m'engage un peu, mais au hasard de mes discussions, je vois bien que les gens ne réalisent pas toujours à quel point le bois était omniprésent dans notre vie il y a encore un siècle. En 1900, il y avait 100 000 moulins en France, ce qui fait environ un moulin à eau ou à vent pour 300 habitants. Le bois était un matériau omniprésent dans ces usines, hein, ce qui étaient les usines de cette époque-là. Pour la petite anecdote, c'est même avec le bois qu'on produisait finalement l'énergie. Et dans ces roues, en l'occurrence, les feuillus étaient extrêmement présents. On faisait des moyeux en charme, parfois en orme, on faisait des pièces d'usure en cormier, en frêne ou autre. Enfin, chaque essence locale était valorisée. Aujourd'hui, pour produire notre énergie, on utilise évidemment du béton, du métal, parfois des polymères. De manière générale, les feuillus locaux étaient utilisés comme vraiment matériaux de construction de base. Vous voyez ici les belles maisons de Rouen, la cathédrale d'Amiens et une construction de bateaux. Excusez-moi, je n'ai pas activé mon pointeur. Donc vous voyez mon pointeur? Je pense que c'est bon. Donc Rouen, Amiens et une reconstruction de bateaux à Dunkerque, que ce soit dans ces trois domaines, les feuillus locaux étaient omniprésents et ils ont laissé la place progressivement aux résineux, qui sont eux devenus omniprésents dans la construction. Évidemment, je passe sous silence le fait que l'artisanat a cédé la place à l'industrie, que ces mêmes industries ont progressivement migré à l'international. Donc l'artisanat local et français est devenu une industrie mondiale et pas toujours française, au moins dans notre filière bois. Voilà, les feuillus ont laissé la place aux résineux. Et ça, ce sont des tendances qui sont connues, mais qu'il est bon de rappeler. Un point de marché, et pour avoir bien conscience des volumes et là où passent les volumes de bois, alors ce sont des histogrammes qui correspondent à des savoir-faire, des chiffres d'affaires, excusez-moi. Comme le montre cet histogramme, issu d'un bouquin que je vous recommande d'ailleurs, une Bible en quelque sorte, éditée par la FNB récemment, très agréable à regarder et assez complète. Il rappelle ce qui est essentiel, les différents usages du bois, et on voit que 52% des usages sont non structurels. Vous avez ici la charpente et la construction qui sont à 24%. Le reste, c'est de l'aménagement au sens large, dont quand même les menuiseries, les panneaux, le mobilier, l'agencement. Très certainement, l'aménagement extérieur également figure dans cette partie-là. Donc, on est sur des usages non structurels à plus de la moitié des volumes. Pour les essences feuillues secondaires, quelles opportunités? Alors, j'espère que ça va s'afficher qu'il y a une animation. Voilà. Ici, première opportunité, relocaliser les achats dans tout ce qui concerne
cette partie aménagement intérieur et extérieur, et reprendre des parts de marché avec des bois français sur des bois qui aujourd'hui, des bois ou des produits d'ailleurs, ou des produits finis qui aujourd'hui sont importés. Donc là, une première opportunité importante pour les feuillus français et en particulier ceux du nord de la France et en particulier les feuillus secondaires qui sont, j'aurais pu le rappeler en introduction, mais les feuillus secondaires sont essentiellement des feuillus peu durables, donc destinés à l'intérieur. D'où l'importance que revêt cette grande catégorie d'aménagement intérieur pour les feuillus français secondaires. Et une deuxième opportunité, participer à la croissance de la construction bois, comme l'a rappelé, je crois, Anne-Sara. Effectivement, la réglementation est très favorable au bois, en particulier dans ce secteur-là. Les résineux, ils sont largement dominants, donc ils vont certainement se développer, ce serait logique, encore beaucoup. Mais les feuillus ont une place à prendre, vous l'avez vu dans mon rappel de contexte. Ils étaient omniprésents à une époque. Donc il est évident, et ils le sont déjà pour partie, hein, les initiatives pour le peuplier montrent que des projets peuvent sortir dans cette essence. Et on a également des artisans qui font des charpentes en châtaignier, en chêne évidemment, ne serait-ce que dans le patrimoine. Mais voilà, là, il y a vraiment une part de marché à reprendre en profitant de la croissance de ce secteur pour la maison individuelle, tout simplement, et des constructions, on va dire, moins emblématiques. J'allais dire le tout venant sans que ce soit péjoratif. Enfin, un contexte, on va dire, sociétal, juste pour rappeler, si toutefois il en était besoin, que l'ensemble des études qui sont menées sur le matériau bois conduisent toujours à des résultats assez, j'allais dire soviétiques, mais c'est pas très heureux comme image en ce moment, mais en tout cas des scores absolument dantesques en faveur du matériau, avec la conviction, pour la quasi-intégralité des Français, que le bois est vraiment un matériau qui permet d'embellir aussi bien l'intérieur que l'extérieur. Une forte volonté de relocalisation. La quasi-totalité des Français veulent que les bois français soient transformés en France. Et c'est quand même, bon, ça reste une volonté, un vœu pieux, mais malgré tout, on peut capitaliser, s'appuyer sur ces affirmations. Et un élément important, c'est la prédominance du chêne, dont on n'a pas toujours conscience, mais par exemple, sur le parquet, le chêne représente 98% des parquets utilisés en France, alors même qu'en forêt française, les deux chênes les plus utilisés dans la filière bois représentent que, entre guillemets, 36% de la forêt. Donc on a clairement une désaffection pour les autres feuillus, notamment dans le monde du parquet, mais pas seulement. Le contexte de l'étude, la zone de l'étude, Anne-Sara le rappelait, c'est une région qui n'est pas forcément très forestière, 7% seulement de la surface forestière française, alors qu'on parle de 14% du territoire français. A contrario, 34% de la population, mais évidemment l'Île-de-France pèse énormément dans ce ratio-là. Donc 7% de la forêt en surface, 8% en volume, mais 11% des feuillus. Une forêt très clairement feuillue, avec notamment la région Hauts-de-France qui comporte 95% de feuillus. Donc autant dire très peu de résineux, en tout cas exploitables facilement. Mais la moins feuillue de toutes, c'est la Normandie avec 82, mais déjà on est largement au-delà des 2/3 de feuillus constatés sur le territoire, 64% exactement en France. Donc juste pour finir sur cette zone, j'ai voulu coloriser, on va dire, ce croissant vert, là, c'est la zone la plus dense forestièrement parlant. Donc on est à la fois voilà, sur le sud de l'Aisne, l'Oise, le Rouennais, la Seine-Maritime, et puis on a le même croissant un peu au sud et à l'ouest de Paris, l'Est également. Voilà, une couronne sud, on va dire, de Paris qui est assez boisée, avec une proportion de forêt publique néanmoins assez importante. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que sur cette zone, la taille de la propriété forestière est malheureusement la même chose qu'en France, c'est-à-dire la taille moyenne extrêmement petite. Hein, même en région parisienne, on est sur des propriétés moyennes d'1 hectare, même moins. Donc voilà, c'est un des problèmes de la filière bois sur lequel je ne vais pas revenir, mais des tailles de propriétés moyennes qui sont très petites. Un point important, outre la taille des propriétés, c'est qu'elles sont effectivement privées. On le voit très nettement ici, en vert les forêts publiques, en rouge les forêts privées ou en orange. On voit d'une part qu'elles sont prédominantes, d'autre part que c'est là où les volumes de bois s'accumulent.
hein, avec nettement des croissances fortes sur ces forêts privées. Un autre point également, c'est la proportion des feuillus. On en a déjà parlé pour la zone dans sa totalité, mais on le voit ici région par région, la proportion des feuillus par rapport aux résineux. Et là aussi, des forêts feuillues ou des volumes de feuillus qui sont plutôt en croissance par rapport aux résineux qui eux, stagnent relativement. En tout cas, voilà, des volumes en forêt privée et des volumes en feuillus. Alors, de quelles essences parle-t-on? Je n'ai pas voulu m'attarder sur la définition de ce qu'est une essence secondaire. Peut-être que les étudiants le feront même mieux que moi. Clairement, chaîne et être, on l'a dit, des essences dites objectifs, on ne va pas parler, mais là, vous avez, par ordre décroissant, toutes les essences, toutes les autres essences. À commencer, donc, on va s'intéresser essentiellement à partir du frêne. Vous avez en marron les volumes dits bois sur pied ou bois fort-tige, ce qui sont en fait les arbres de diamètre supérieur à 7,5 cm à 1,30 m de hauteur. Voilà le critère gardé par l'IGN pour considérer les volumes de bois. Et vous avez en bleu ce qu'on appelle le bois d'œuvre. Le bois d'œuvre étant défini par opposition au bois énergie ou au bois de trituration, tous les bois qui vont pouvoir, en bleu, tous les bois qui vont pouvoir être transformés, qui sont dignes de transformation, si on peut parler comme ça, en termes de qualité. Ces critères de bois d'œuvre, puisqu'il faut bien des critères pour considérer en forêt qu'un arbre est bon à être transformé, sont assez contraignants. Je vais y revenir juste après. C'est pour ça que j'ai fait apparaître des petites flèches oranges qui, sous réserve à la fois de la mise en place d'une sylviculture pour certaines essences, je pense au charme et au bouleau qui n'ont quasiment pas de bois d'œuvre aujourd'hui, et pour faire grossir les bois, sous réserve aussi qu'on puisse utiliser des bois en dehors des critères de bois d'œuvre définis par l'IGN, et on va voir que c'est possible. Ces histogrammes en bleu peuvent largement être revus à la hausse. Alors, par exemple, le potentiel de bois d'œuvre, donc je considère bien supérieur. Je parle ici des nouveaux critères. Les diamètres retenus pour mesurer les bois d'œuvre sont des diamètres de 35 cm minimum à 1,30 m et des longueurs de billons, on va dire rectilignes, sans trop de défauts, de 3 mètres minimum. Or, pourquoi ces critères sont très pénalisants? C'est qu'ils ne prennent pas en compte le fait que certaines scieries, et j'en connais, j'en ai rencontré, peuvent scier des diamètres inférieurs à 35 cm, même 25-30 sans problème, et bien entendu des longueurs inférieures à 3 mètres. C'est certes pas ce qu'il y a de plus rentable et de plus simple, mais c'est largement faisable, et il y a plein de produits qui font aujourd'hui moins de 3 mètres de longueur dans la filière bois, que ce soit chez les distributeurs, les négociants ou autres, ou chez les professionnels. On peut fraiser des diamètres, alors fraiser c'est pour faire, vous voyez, ces rondins ici, bien ronds, bien lisses. Pour fraiser des bois comme ça, on n'a pas besoin de diamètres très importants. Pour autant, c'est du travail de valeur ajoutée, c'est des produits qui sont en valeur ajoutée. De la même manière, on peut abouter par collage des longueurs inférieures à 3 mètres. On peut dérouler des billons pour faire notamment des cagettes, l'emballage léger. On peut dérouler des billons qui parfois font moins d'1 mètre de longueur. Donc on peut très bien trouver dans des arbres relativement peu rectilignes des billons aptes au déroulage. Et évidemment, pour tout ce qui est objet bois, j'ai mis ici une planche à découper, mais il y en a bien d'autres, on peut usiner, sculpter, tourner tout un tas de blocs de bois dont les longueurs sont évidemment bien inférieures à 3 mètres. Donc un potentiel de bois d'œuvre, si on part dans toutes les directions possibles pour valoriser le bois, un potentiel de bois d'œuvre qui peut être largement supérieur à ce qui est mesuré aujourd'hui. Mais bon, ceci dit, il faut bien des critères objectifs pour partir d'une mesure. Donc voilà, l'IGN est parti sur ces critères, mais qui sont plutôt des critères, je dirais, industriels. Et pour compléter, à propos de l'IGN, qui fait un travail remarquable, mais qui est un travail statistique, parce qu'évidemment, il est impossible d'aller ausculter chaque arbre présent dans les forêts françaises, à noter une démarche française qui est de passer l'ensemble du territoire au LIDAR. Le LIDAR est une sorte de scanner, on va dire, qui, vous voyez ici, a un programme de détection avec des zones du sud qui sont déjà passées au crible, des zones du nord qui sont en cours, en violet, et qui permettra, sous la forme de nuages de points et de métadonnées, on est dans le big data, on pourrait dire, qui permettra très certainement d'aller repérer à l'arbre la nature de l'essence, même l'état sanitaire de l'arbre,
et d'obtenir des données extrêmement précises sur les peuplements et qui le seront bien plus que les études de statistiques actuelles qui, même si elles ont le grand avantage d'exister, présentent des grandes incertitudes. On a des intervalles de confiance qui finalement sont assez grands et des mesures de la ressource qui restent approximatives. On continue dans les volumes par essence, une présentation comparative. J'ai voulu combiner à la fois l'essence et la région pour déceler ce que j'appelle des filières régionales. On voit que 2 essences, le châtaignier et le frêne, concernent réellement les 3 régions. Donc, vous avez ici on va dire les 4 lignes du haut. Et puis ensuite, des régions concernent seulement 2 régions des essences, concernent 2 régions sur les 3, Crambe, Charmes, Merisier, Aulne, et l'érable, le tilleul et le bouleau seraient assez représentatifs de la région Hauts-de-France uniquement. Donc, voilà, des problématiques qui sont peut-être pas les mêmes. Je pense que c'est important d'en avoir conscience après pour des projets et pour les financements. Donc voilà le déclenchement, le déclenchement de ces filières régionales. Et puis un point global sur les volumes sur pied que représente l'ensemble de ces essences, donc tout ce qui est là, 18 millions de mètres cubes sur pied. Du mal à se représenter ce que ça représente. Je pense que le cerveau humain n'est pas capable d'ailleurs de se représenter ces ordres de grandeur-là. En revanche, la récolte est beaucoup plus accessible au cerveau humain. 126 000 mètres cubes, c'est énorme, mais c'est déjà plus accessible et c'est assez peu au final. Ça, ce sont les études de branche de l'AGRES du ministère donc en 2020. Et un potentiel que, c'est pas une estimation, ça correspond en fait à la production biologique de ces bois, de toutes ces essences, qui est de 720 000 mètres cubes. Donc on peut en théorie sortir de la forêt ce volume-là sans mettre en péril la ressource, puisque c'est ce qu'elle produit tous les ans. Donc 720 000 mètres cubes, vous voyez qu'on a sur le papier la possibilité de sortir au moins 5 à 6 fois plus de ces bois. Je rentre maintenant dans les essences. Le frêne, qui représente donc 16 000 mètres cubes sur pied, soit 8% des feuillus sur la zone. C'est la 6e essence française, mais c'est la 3e sur la zone, d'où son importance. Plusieurs études lui ont déjà été consacrées. Le bois d'œuvre officiel est de 5 700 000 mètres cubes. Comme vous pouvez le lire, une dynamique au niveau des diamètres, ce graphe représente les diamètres disponibles en forêt. On a une dynamique assez importante avec des volumes assez équilibrés qui laissent entrevoir une ressource pérenne, en tout cas sur ces histogrammes. l'Île-de-France, pardon, la Haute-France représente à peu près 56% des volumes. Et le potentiel, selon différents critères, et je pourrais y revenir à l'occasion, pour moi, on doit pouvoir extraire 120 000 m3 par an sans trop de soucis sur cette essence et générer, à condition bien sûr de remplir un certain nombre de cases, de cocher un certain nombre de cases, à peu près 100 millions d'euros et 400 emplois à la clé si vraiment on fait tout ce qu'on peut faire pour valoriser cette essence. Juste une toute petite parenthèse, Fanny, gardienne du temps, moi j'ai 23 minutes, mais il me semble qu'on doit être à moins quand même, non? Alors je vais vous le dire tout de suite, on est à 22. Ça va. Il ne faut pas que je ralentisse. Toujours sur le frêne, donc la cale à rose, qui est un phénomène connu par les spécialistes, qui accélère qui provoque la décrépitude des bois sur pied, donc accélérer la coupe du frêne, la récolte du frêne, ce qui en fait l'essence, pour certains en tout cas, la plus vendue aujourd'hui en Haute-France notamment. Une grande majorité des volumes par l'export, voire au grand export, des quantités de qualité secondaire importantes à valoriser pour ce qui est transformé chez nous. Ce qui sera à terme transformé chez nous, il ne faut pas bien tenir compte de cette problématique des qualités secondaires pour cette essence-là. Selon le témoignage d'un forestier, on en a encore pas mal qui sont en bon état, donc malgré tout, de quoi construire une filière. Je ne vais pas lister tous les usages actuels, même si c'est en partie ce que certains viennent chercher, mais ce sont des choses que vous pourrez consulter par la suite. Le frêne, escalier, mobilier, tout un tas d'usages assez variés en intérieur qui pourraient qui restent d'actualité. Et pour la petite histoire, fabrication des arcs et des skis, parce que le frêne est le plus rigide
des feuillus français, donc on faisait notamment, et on fait encore des arcs et des skis. Les enjeux, donc le transformer sur le territoire, comme ce sera vrai de l'ensemble des essences, un gros focus sur le fait que pour transformer ces essences et pour valoriser à la fois toutes les qualités de bois et les qualités secondaires en particulier, ce qu'il nous manque cruellement en France aujourd'hui, c'est, en dehors de quelques acteurs, cette capacité à coller, à reconstituer des panneaux de bois, aussi bien pour des plans de travail, pour des parois de meubles, pour du rangement, des étagères, etc. C'est tout ce que toute la tabletterie, les plans de travail, le panneau de bois massif. Donc vous le verrez, ça reviendra plusieurs fois, elle est là, c'est favoriser la création d'unités de collage, de panneaux pour l'agencement, on va dire de panneaux pour l'intérieur. Je le dis tout de suite parce que c'est un message fort, même si ce n'est pas dans l'ordre de cette diapo, c'est un message fort que je souhaite faire passer. Pour moi, on ne pourra pas se passer de coller, recoller, reconstituer des produits à très forte valeur ajoutée. Je parlerai après des prix pour ce qui concerne ce produit-là. Je peux même en parler tout de suite. Vous voyez ce que j'entends par unité de collage, donc, favoriser la création d'une unité de collage. Elle aurait deux bras armés, des collages pour l'intérieur essentiellement avec du panotage, de panneaux massifs, les bois sont collés sur champ, et ce qu'on appelle du 3 plis massif, avec des usages un peu plus modérés, mais néanmoins très, très demandés partout en Europe. Et vous voyez les prix ramenés au mètre cube sciage de ces produits-là qui laissent la place à un certain nombre d'investissements et à des machines d'automatisation. Ce sont des produits vraiment à très forte valeur ajoutée. On est, je pense, capable de sortir en France dans des prix tout à fait corrects. Mais qu'on a, pour ainsi dire, jamais fabriqué en France de manière industrielle. Je pèse mes mots, mais je pense que très très peu de personnes se sont vraiment organisées pour fabriquer ces produits-là de manière industrielle. Le lamellé collé, en revanche, on a quelques acteurs sur les territoires, mais très peu en feuillu, quelques-uns. Et là aussi, ce serait l'autre bras armé de cette unité de collage, mais là pour des usages plus structurels, avec du lamellé collé, du contre-collé, des carrelets pour la menuiserie, et pourquoi pas du bois massif à voûter pour les ossatures. Donc ça, je voulais en parler, c'est un point vraiment très important que j'appelle l'unité de collage. Pour revenir sur le frêne, il y a également l'enjeu important qui est de rassurer sur la pérennité de la ressource. Une étude a été faite sur la ressource sur pied, mais quelle perspective peut-on avoir pour cette ressource? Ça mériterait d'être envisagé pour savoir à quel point on peut capitaliser sur ces bois. Des essais pour homogénéiser la couleur du frêne, qui est une essence dont les couleurs peuvent varier de manière choquante pour certains et qui permettrait de valoriser les différentes qualités, donc ça par le biais d'une finition par exemple. Évidemment, évaluer l'essence pour son classement structurel sera indispensable pour pouvoir l'utiliser en lamellé collé pour la construction. Et je vais également parler d'une piste qui est l'unité de tranchage. Alors le tranchage, c'est ce qui permet de faire des plaquages. Et vous retrouverez cette proposition pour différentes essences. Tous les feuillus secondaires sont plus ou moins aptes à être tranchés, le sont dans d'autres pays que la France. Nous avons en France clairement et simplement laissé partir, ou en tout cas nous n'avons plus de filière de tranchage. Une seule entreprise en France tranche encore et c'est vraiment pour maintenir un savoir-faire qu'elle continue à le faire. Donc, on pourrait se dire qu'il n'y a plus de marché, pour autant il y a une consommation et je pense qu'elle pourrait se redévelopper. Donc une étude de marché semble nécessaire pour bien identifier les enjeux, mais certainement une petite unité de tranchage permettrait de valoriser quelques belles grumes et dégagerait des valeurs ajoutées non négligeables. Donc une petite étude de faisabilité technico-économique pour valider ce projet. Mais comme le disait un exploitant, les scieurs mettront toujours de côté les belles billes, quelle que soit l'essence, et plutôt que de les envoyer se faire trancher à l'étranger, et pour les voir revenir après sous forme de meubles, de manière générale, autant les trancher chez nous. Et vous voyez les prix au mètre cube d'un plaquage finalement. Donc on ne réalise pas assez à quel point ces produits sont à très très forte valeur ajoutée. Et je propose donc pourquoi pas à terme la création d'une marque. C'est une proposition très rapide, mais plaquage du Nord par exemple, ou plaquage de France, selon les financeurs. Petite anecdote sur le frêne, vous connaissez tous la Morgan, cette belle voiture anglaise. Voilà. Certains d'entre vous le savaient sans doute déjà, mais le support de la carrosserie de la Morgan est en frêne, était et est toujours en frêne. Alors, ce n'est pas le châssis, certains ont souvent dit que c'était le châssis, c'est le support de la carrosserie.
Donc l'histoire ne dit pas si les Anglais le font en frein français, mais la probabilité n'est pas négligeable. Normalement, on était à 20 minutes. Je pense que j'ai bien 6 ou 7 minutes de retard. C'était le symbole de ce petit lapin. Je vais donc accélérer. L'érable, donc 6e essence sur la zone, 9e en France. Donc la zone est vraiment très représentative de cette essence. On voit que les Hauts-de-France, c'est pour ça que l'érable est une problématique plutôt Hauts-de-France quand même, avec des diamètres aujourd'hui faibles, mais qui arrivent en force. Vous voyez que l'immense majorité des volumes sont des diamètres inférieurs à 37 cm. Et voilà, si on considère que ça devient une essence objective, si on mène ces arbres-là à maturité, les volumes sont assez colossaux. Et le bois d'œuvre, qui officiellement aujourd'hui est d'1,1 million m3, pourrait être bien supérieur. Le potentiel à court terme de récolte estime à 50 000 m3 par an, ce qui ferait déjà une filière de 90 millions d'euros et 360 emplois si on valorise correctement des bois. Et en l'occurrence, comment on les valorise aujourd'hui, ce qu'on fait du parquet, du mobilier, d'agencement, un peu de funéraire, des jeux, des jouets, des instruments de musique, du modélisme et des contreplaqués décoratifs. Ça passe pas. Alors, petit problème de la maladie de la suie, il y a tendance à décolorer les bois. Et une chose importante pour cette essence, c'est qu'elle est assez, voire très sensible en bord de route, donc elle est à sécher assez rapidement. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de chiffres parce que effectivement, il faudra le mesurer, c'est difficilement mesurable, mais selon mes témoignages, quasiment tout l'érable récolté en France part à l'étranger. Et pourtant, c'est un bois précieux encore assez connu et reconnu par les populations. Donc, il y a un gros enjeu, toujours le même, unité de collage, je réinsiste, pour des panneaux destinés à l'agencement, au mobilier, à la menuiserie intérieure, des carrelets pour les portes, les fenêtres, surtout les portes, en l'occurrence, portes intérieures, et pourquoi pas des composantes pour la construction. On n'a jamais fait de la mêlée-collée en érable, mais si l'essence le permettrait par ses caractéristiques, il suffirait de pouvoir le valider structurellement, d'avoir une caractérisation de l'essence, et on pourrait tout à fait faire des lamellés-collés, soit en érable, soit panachés de différentes essences. D'ailleurs, cette notion de mixte feuillu, de panachage des essences, c'est quelque chose d'important pour les feuillus secondaires, et le lamellé-collé permettrait, pourquoi pas, de panacher les essences. Alors, deux notions, deux propositions dont on n'a pas encore parlé. Une campagne bois feuillu du Nord, une campagne de communication, bien entendu, qui pourra être menée dès lors qu'on aura plus d'informations et qu'on aura un peu statué sur les essences stratégiques et dignes d'intérêt, mais elles le sont quasiment toutes. Donc une campagne pour réhabiliter tous ces bois feuillus secondaires me paraîtrait intéressante à mener. Ce que j'appellerais plus tard dans le webinaire la culture feuillue pourrait passer par l'organisation de la réinstallation de cette culture feuillue pourrait passer par ce type de campagne. Et la plateforme que j'ai appelée ici de l'arbre au projet, un petit détail sur cette notion de plateforme qui évidemment serait un outil numérique sur lequel à la fois des personnes pourraient déposer des volumes de bois disponibles, des propriétaires, des exploitants, même des scieurs, et d'autres pourraient informer sur leurs besoins. Ça peut être des ébénistes, des sculpteurs, des menuisiers, des charpentiers. L'idée étant de regrouper et de massifier aussi bien les disponibles que les besoins et de mettre en relation l'ensemble de ces publics pour que localement les bois soient plus facilement valorisables et recréer des filières locales comme il en existait partout, dans toutes les campagnes, dans tous les villages et même les villes. Un projet qui n'est pas très ambitieux et qui, en plus, pourrait être piloté habilement par les interprofessions, les FIBOA. Voilà, donc cette plateforme de l'arbre au projet et toujours cette unité de tranchage également, puisque l'érable est valorisé en plaquage assez régulièrement. Alors, des essais de durabilité conférée, ça vous le retrouverez pour d'autres essences. L'idée, c'est quoi? C'est de dire que ces essences, et l'érable en fait partie, sont imprégnables, sont classées comme étant imprégnables. On peut donc leur donner de la durabilité qu'elles n'ont pas à l'état naturel. On peut donc leur donner de la durabilité grâce à l'adjonction de produits chimiques. Alors, ça va faire bondir certains, mais aujourd'hui, sans chimie, on ne fait pas grand-chose, même pour les feuillus dits durables. Et de toute façon, nous sommes sur un matériau biodégradable qui convient d'aider pour, si on veut, qu'il dure. Donc, notamment, ne serait-ce qu'en charpente. Donc, pourquoi pas l'imprégner de substances de type, ce qu'on utilise, les produits actifs qu'on utilise pour ce qu'on appelle les bois autoclavés, et rendre ces bois utilisables en extérieur, en milieu, on va dire, plutôt hostile, en classe 4,
certains la connaissent sans doute. Voilà. L'érable fait partie des essences qui pourraient être utilisées en classe 4, même si ça paraît comme ça sur le papier un peu abstrait. Le bouleau, particularité du bouleau, un peu comme l'érable, des gros volumes qui arrivent, vous voyez ici des diamètres inférieurs à 37 cm qui sont en volume très important, et bois d'œuvre 200 000 m3, puisque les gros bouleaux, pour ainsi dire, n'existent pas ou très peu. On en trouve quelques-uns, notamment en Normandie, et certains le scient d'ailleurs. J'ai eu des témoignages de scieurs qui se mettent à scier du bouleau, donc il en existe, mais très peu. En revanche, c'est des arbres qui peuvent être conduits en sylviculture à maturité, à des diamètres intéressants, qui évidemment sont exploités dans d'autres régions du monde de manière assez dense, assez intense. J'estime qu'on pourrait en récolter à peu près 35 000 m3 par an là dès ces prochaines années, à condition quand même de mener les bois et de ne pas les abattre systématiquement, les récolter systématiquement lors des coupes d'éclaircies. Donc, j'ai mis condition en sylviculture, c'est surtout condition d'en faire des essences objectifs. Et un potentiel de chiffre d'affaires qui pourrait être de 55 millions d'euros et 225 emplois. Les principaux usages du bouleau et ce qui permettrait de lui donner vraiment sa valeur ajoutée, et le projet est ambitieux, de le dérouler sous forme de plaquage pour faire des contreplaqués. Le contreplaqué en bouleau français, ce ne sera pas demain, c'est sûr, mais malgré tout, si on en a la volonté, je suis convaincu que c'est faisable. On peut mener ces bois à maturité avec des qualités qui permettraient de le travailler soit pour du contreplaqué, soit éventuellement pour de l'emballage léger, mais de le dérouler. En tout cas, c'est une essence qui se déroule un peu partout dans le monde. C'est des boîtes à une époque, donc on peut le valoriser. Ils peuvent être travaillés en sylviculture pour être améliorés, le témoignage d'un gestionnaire forestier. La sève et l'écorce sont largement valorisables, donc c'est une essence assez intéressante puisqu'on peut vraiment valoriser la totalité de l'arbre. Mais elle est très mal caractérisée. Les caractéristiques dépendent énormément du terroir. Pour autant, de ce qu'on connaît des bouleaux lorsqu'ils sont caractérisés, les performances sont vraiment exceptionnelles. Sur le papier, c'est l'essence la plus performante, notamment en résistance en flexion de mémoire, parmi les feuillus français, plus encore que le hêtre dans certains domaines. Mais effectivement, elle est plutôt considérée comme une essence subie, une essence de remplissage, d'élagage, et qui alimente plutôt la filière bois énergie que la filière bois d'œuvre. Donc, si on veut l'utiliser, il faut s'y préparer. Voilà, typiquement, donc un contreplaqué bouleau qui serait le produit objectif, et pourquoi pas des plans de travail de la même manière. Donc, on retrouve l'idée d'une unité de collage pour à la fois des carrelets, des panneaux et des composants pour la construction, pourquoi pas. On pourrait imaginer des lamellés collés en éléments de bouleau, même de qualité médiocre, comme ceux qu'on peut avoir pour l'instant dans nos forêts, mais des lamellés collés de sections plus petites, avec des éléments peut-être un peu plus courts, mais qui auraient des caractéristiques mécaniques extrêmement intéressantes pour compléter ce qui est déjà fait en hêtre, par exemple, avec on va dire des lamellés collés super performants. Donc, il y a des essais de déroulage à faire pour le contreplaqué, j'en ai parlé. La caractérisation de l'essence sur la zone, qui est une évidence dans un premier temps, et je mets bien sûr la zone, puisqu'il faut déterminer les caractéristiques vraiment propres à ceux qui poussent, au bouleau qui pousse sur la zone en question. Le châtaignier, tout le monde en a forcément entendu parler, c'est une essence assez à la mode, très polyvalente. Sa problématique est inverse à celle de l'érable ou du bouleau, puisqu'on a d'énormes volumes, y compris de bois d'œuvre. Vous voyez, 6 400 000 m3 de bois d'œuvre sur pied, officiellement. Ce sont tous ces diamètres-là, d'énormes bois, enfin, des bois en tout cas un très fort diamètre. En revanche, petite inquiétude sur le renouvellement de cette essence, avec très peu de bois de petit diamètre. Donc, il y aurait une étude à mener également sur la pérennité de la ressource pour le châtaignier. Mais on a à ce jour beaucoup de bois d'œuvre disponibles. Pas mal en forêt publique, 33%. Mais malgré tout, elle a un potentiel que j'estime à 50 000 m3 récoltés par an, ce qui doit correspondre tout à 3 ou 4 fois le volume actuel, mais sans mettre en péril quoi que ce soit et en étant sur des taux d'exploitation tout à fait atteignables et atteints sur d'autres essences. 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et 200 emplois. Voilà, pour matérialiser ces gros sujets, 20% des gros sujets, des gros châtaigniers
supérieurs à 37 cm poussent dans cette région, et en particulier en Île-de-France, qui représente 46%. Donc, un technoguide a été édité sur le châtier. Donc, c'est une essence qui a déjà un embryon de soutien, hein, qui commence à être un peu connu et plébiscité, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. L'encre et la roulure, qui sont deux phénomènes un peu différents, mais constituent malheureusement la cause de beaucoup de qualités secondaires et nécessitent un tri en scierie non négligeable, mais malgré tout, vu les volumes, ça laisse des qualités de bois importantes, 33% plus en forêt publique. Donc, au moins ces 33%-là pourraient être pour aller les chercher avec l'aide de l'ONF de manière peut-être plus facile qu'en forêt privée. Voilà, un témoignage, c'est un bon bois qui peut servir partout. On a de la demande. Si on en avait plus, on en vendrait plus. Donc, plutôt encourageant. Mais aujourd'hui, les principaux usages, très clairement, c'est quand même le bois énergie. Et éventuellement, on peut en faire. Ce sont les usages fendus, non sciés, des piquets, des ganivelles. Et ça fait d'ailleurs partie de mes préconisations. Je vais tout de suite à cette offre-là, cette proposition-là, créer une offre aménagement extérieur en capitalisant donc sur le fendage du bois, sur l'assemblage d'éléments type ganivelle, clôture de plage. J'imaginais même la création, pourquoi pas, d'une marque qui pourrait être le Châtaignier de Paris, ce qui n'empêche pas d'autres régions de l'utiliser. Mais voilà ce qui est une ganivelle en bois fondu, des échalas. On peut développer également des rondins fraisés ou tout juste planés. Une grosse demande en bardeaux également, qui sont des éléments fondus. Donc tout ça ne passe pas forcément par le sciage et permet de valoriser le châtaignier en extérieur, ce qui pourrait être fait en partenariat par exemple avec l'ONF, étant donné la quantité de châtaigniers en forêt publique, et pourquoi pas en lien avec l'économie sociale et solidaire. Je trouve que c'est l'assemblage de ces produits, leur fabrication, est assez compatible avec les travailleurs en insertion sociale, voire même peut-être avec des ateliers protégés, employant des personnes souffrant de handicap. Mais en châtaignier, on peut aussi faire des produits très élaborés, du panneau 3 plis, du lamellé-collé. Donc le collage reste un élément essentiel pour le châtaignier. Aujourd'hui, quelqu'un comme Sirolam, qui est basé en Espagne, est une entreprise spécialisée dans le collage du châtaignier, et on en voit très certainement des châtaigniers français. Donc, je n'ai pas la quantité, évidemment, mais ils viennent chercher, comme les Italiens du reste, des châtaigniers chez nous. Donc, pourquoi pas garder cette valeur ajoutée, une fois de plus, sur nos territoires. Enfin, le merisier, enfin, je dis enfin, mais je crois qu'il y a le charme également après, caractérisé par des volumes en forêt assez importants, mais une grande dissémination, un potentiel de récolte assez plus faible, on va dire, sur cette essence. Mais malgré tout, une essence, vous voyez, a un prix moyen au mètre cube que j'estime à 2 400 €, qui est un des plus élevés, parce qu'elle est, je vais tout de suite au produit, elle a un veinage assez caractéristique. Elle était avant utilisée pour les meubles de style. Malheureusement, c'est vraiment ce qu'évoque cette essence, c'est une époque révolue, celle du meuble, donc copie d'ancien. Et le gros enjeu pour le merisier, dont on en a beaucoup, on en a même planté un peu partout, comme dit cet exploitant, il faudra bien qu'on les exploite. Il y en a des volumes conséquents. Le gros enjeu, à mon sens, c'est de recréer des marchés et donc de raconter une nouvelle histoire. Il faut imaginer des choses sur cette essence pour casser l'image qu'elle peut avoir. Je propose, ça paraît assez bête, mais ça peut commencer par là, par le rebaptiser. Il se trouve que c'est dans la famille des cerisiers. On pourrait rebaptiser le merisier cerisier sauvage et repartir de cette essence-là, de ce nouveau nom, pour recréer des usages, réfléchir. Je parle de co-création, réfléchir avec des designers, des architectes, des ébénistes, des décorateurs, des gammes de petits mobiliers ou même des usages en matière de déco. Alors, ça se fait déjà en contreplaqué décoratif, CP déco, le merisier, mais on peut, je pense, intensifier l'usage de cette essence en contreplaqué décoratif notamment, et ça passera donc par une unité de tranchage. On revient toujours sur cette action donc, de tranchage, et le collage, comme je disais, à la fois pour le contreplaqué, mais aussi pour des panneaux lamellés collés, pourquoi pas, pour des carrelets de menuiserie, pourquoi pas, et pourquoi pas non plus des lamellés collés en merisier un jour. Malheureusement, si c'est le seul moyen de valoriser cette essence, elle en a certainement les capacités. Et enfin, le charme, vous voyez, très présente, c'est la 4e essence feuillue française, d'énormes volumes,
compliqué à valoriser parce qu'un tronc cannelé, des arbres qui ne sont pas poussés en sylviculture aujourd'hui, qui complètent le chêne bien souvent, mais qui sont récoltés pour le bois énergie. Mais la région de la zone comporte 30% des gros charmes supérieurs à 37 cm, donc un potentiel de bois d'œuvre sur le papier en tout cas important, mais officiellement seulement 1 800 000 m3 en raison des diamètres et des longueurs déjà évoqués. Et vous voyez ici, on a à moins de 37 cm, presque 6 millions de mètres cubes, 5 millions de mètres cubes sur pied, dans lesquels, à condition d'un peu de sylviculture et d'adapter les outils, on peut largement trouver les bois d'œuvre. C'est un bois très dur, mais malgré tout, on pourrait en faire une filière. C'est un bois assez similaire au hêtre par ses caractéristiques, il pourrait largement le compléter. On en a un tiers en forêt publique en plus, donc en partenariat avec, une fois de plus, avec l'ONF ou les communes forestières, ce serait intéressant et pertinent. Mais aujourd'hui, le peu qui est valorisé en bois d'œuvre part à l'étranger, très très rarement valorisé en France. À titre d'anecdote, quelques fabricants de bio de boucher, mais bio de cuisinier tout court, hein. C'est l'usage emblématique, on va dire, du charme. Il y a une demande, il y a encore quelques volumes, mais ça, c'est effectivement pas suffisant pour exploiter tout ce qu'il y a dans les forêts françaises. Et vous voyez que c'est en bio, sous forme de planches à découper, des valorisations au mètre cube qui sont quand même très intéressantes. Donc malgré tout, qui valent le coup. Et dans une valorisation peut-être un peu moins importante, 500 € seulement, mais déjà ça, le charme pourrait, parce qu'il est très imprégnable, faire l'objet d'essais de durabilité. C'est un oubli, d'ailleurs, non, je l'ai mis là, pardon, lancer des essais sur comment mieux le scier et le sécher, parce qu'elle est compliquée à travailler, cette essence, à scier et à sécher, difficile de certains scieurs, mais la durabilité conférée, toujours pareil, donc bois imprégnable, pourquoi pas compléter des traverses en chêne ou des traverses en pain autoclavé aujourd'hui utilisées. On pourrait tout à fait faire des traverses, voire même des traverses de chemin de fer en charme, à condition de le doper d'une certaine manière pour sa durabilité. Et une ligne intéressante qui concerne là aussi toutes les essences, c'est l'usage de la fibre. L'usage de la fibre, et pas seulement, je dirais, de la matière bois pour tous les extractibles et toutes les composantes chimiques, tous les composants chimiques qu'il contient. Le charme en particulier compte tenu de son volume, mais c'est vrai de toutes les autres essences. Il y a urgence à intégrer ces essences-là dans tous les travaux de recherche qui consistent à valoriser la matière pour ces composants chimiques, parce que les valeurs ajoutées dans ces cas-là sont assez colossales. Et quand on voit la présence des charmes en forêt française, devrait même intégrer systématiquement tous les programmes destinés à travailler sur la fibre de bois ou les particules de bois au sens large. Mathieu, on arrive à la fin de la présentation. Tiens, je vais donc tout de suite aller à ce que j'appelle la synthèse des actions. Donc c'est un tableau qui sera détaillé dans l'étude finale, mais pour faire simple, dans les priorités, les choses qui peuvent être déclenchées tout de suite, donc on en a parlé des études sur l'avenir et la pérennité de certaines ressources, la valorisation des fibres et des extractibles du bois, j'en ai déjà parlé, le tranchage, et l'urgence à regarder effectivement s'il y a une réelle opportunité de développer un outil de tranchage, encore une fois, pas quelque chose forcément d'énorme, mais il existe des unités absolument dantesques aux États-Unis ou en Europe centrale, mais déjà un premier outil. Réinstaurer la culture feuillue en s'initiant dans toutes les formations, en vérifiant ce qui est fait aujourd'hui, en installant une campagne de communication que j'aborde un peu plus loin, mais elle sera liée à ça. Et enfin, donc, évaluation, le classement structurel pour certaines essences, l'imprégnabilité et les caractéristiques au sens large pour le bouleau et pour le tremble, par exemple. Les caractéristiques de l'essence sur la zone doivent être précisées. La plateforme de l'arbre projet et une offre aménagement extérieur en châtaignier, sauf que j'ai déjà détaillé précédemment, qui pourrait être lancée assez rapidement. Donc tout ça fera l'objet de détails. Et je termine par les 3 points qui me semblent essentiels de retenir de cette présentation. C'est vraiment la valeur ajoutée, mais par le collage. Pourquoi pas le déroulage, voire le tranchage, qui permettra de maintenir la création de valeur sur le territoire. Alors, adossé à des outils existants ou création de nouveaux outils.
réimplanter donc, la culture feuillue qui a quasiment disparu. Il est encore temps de réimplanter cette culture-là, des bois qui poussent dans nos forêts autour de chez nous. Même si je ne suis pas moi personnellement dans une région très forestière, il y en a partout. Et il y en avait dans le nord de la France beaucoup plus qu'ailleurs. Et rassembler l'offre et la demande, les mettre en relation pour massifier. C'est le travail de la plateforme, mais pas seulement. Favoriser les circuits courts en fédérant les gens autour d'outils, pourquoi pas, autour de marques, pour qu'ils partagent et créent ensemble des nouvelles valorisations pour ces feuillus secondaires. Et encore une fois, selon mes estimations, et ça n'engage que moi, si tout est fait et si toutes les planètes s'alignent, un potentiel pour les essences feuillus secondaires que j'estime à plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et en gros 1500 emplois. Étant entendu qu'aujourd'hui, c'est une filière qui, selon mes estimations, ne représenterait que 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous voyez le potentiel de développement assez colossal de ces essences, moyennant un certain nombre d'efforts. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition. Merci pour cette intervention. On a un peu dépassé Je suis désolé. les horaires convenus. Du coup, j'ai pu voir qu'on avait quand même pas mal de questions. Alec, est-ce que on a quelques questions qu'on peut aborder pendant le temps imparti? Oui, merci Fanny. Il y a une première question sur... Peut-être tu peux arrêter le partage d'écran. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Enfin, Il y a des premières questions sur la méthodologie concernant le chiffre d'affaires potentiel et sur la création d'emplois et les volumes potentiellement mobilisables. Est-ce que Mathieu, tu pourrais revenir là-dessus? alors, je peux en dire un mot rapidement, mais ça nécessiterait un certain nombre de tableaux Excel pour bien comprendre. Mais globalement, j'ai pris par essence, j'ai constitué pour chaque essence un mixte de produits dans différentes qualités de bois, des connexes qui sont aujourd'hui valorisés très peu, mais valorisés quand même, qui sont finalement toutes les chutes qu'une essence génère lors de sa transformation. Les qualités emballage, les qualités plutôt charpente, les qualités menuiserie, ébénisterie, voilà, en restant sur des termes assez génériques, en donnant un prix moyen de valorisation pour chacune de ces qualités, puisqu'on connaît les prix des produits finis sur le marché. Et c'est ce qui m'amène à des prix moyens par essence, multipliés par une récolte potentielle, qui est là aussi et pour laquelle je me suis calé sur des pressions sur la ressource inférieures à celle du chêne, de l'ordre de 30% de la production biologique, pour être tout à fait précis. Donc 30% de la production biologique, voilà, on est loin d'une essence sous pression. Et voilà, tout ça, après, par multiplication, on arrive à des chiffres d'affaires. Et pour l'emploi, la filière emploi peu ou prou aujourd'hui entre 4 et 6 personnes par million d'euros de chiffre d'affaires, parfois plus, parfois moins. Je suis parti sur 4, qui est une hypothèse plutôt défavorable à l'emploi, du coup, en considérant que les unités seraient assez automatisées et assez modernes. Donc, 4 emplois par million d'euros de chiffre d'affaires. Merci Mathieu. Une question concernant le châtaignier. Est-ce qu'on peut considérer que c'est réellement une essence secondaire aujourd'hui? Il semble que des débouchés et des industries de transformation existantes. Alors, je peux répondre? C'est bon? Ouais. Je vous entends plus. Allô, vous m'entendez? Oui. Ouais. J'ai touché à mon ordi. Alors, très bonne question, effectivement, je m'y attendais un petit peu. Le châtaignier, on en parle beaucoup, il y a beaucoup de volume, mais très concrètement, les gens qui travaillent le châtaignier aujourd'hui sont très peu nombreux. Donc, en ce sens-là, en dehors de quelques spécialistes, assez peu finalement sur la zone de l'étude, considère que c'est une essence, certes pas secondaire sur le plan des volumes disponibles et de ce qu'on peut voir en forêt, mais secondaire du point de vue de sa valorisation sur le territoire et paradoxalement à fort potentiel, donc secondaire. Voilà, si je puis me faire comprendre comme ça. Merci Mathieu. Également une
question plutôt sur la question de la ressource qui, comme tu l'as présenté au début, les volumes mobilisables semblent être davantage en forêt privée. Effectivement, avec ce sujet du morcellement, est-ce que via les entretiens que tu as pu avoir avec les acteurs de l'amont forestier, ça semblait être un sujet surmontable? Alors, je me suis évidemment pas étalé sur ce point-là qui a été longuement, déjà, on n'avait pas le temps de le faire, et il a été très longuement abordé dans un certain nombre de rapports. Je crois me souvenir que les étudiants vont en parler. Je le souhaite, et ils avaient quelques initiatives par rapport à ça. Beaucoup de choses doivent être faites dans ce domaine-là pour massifier la ressource et contribuer à mobiliser plus de bois et à massifier la ressource. L'exploitation d'un lot de bois, effectivement, tout le monde considère que à moins de 50 mètres cubes, c'est compliqué de valoriser correctement un lot de bois. Néanmoins, certains y parviennent. La vente sur pied est a priori très pratiquée sur la zone, mais effectivement, parvenir à vendre bord de route permet de valoriser bien mieux la ressource et les essences secondaires en particulier. Donc voilà, ça fait partie des tendances qu'il va falloir voilà, pousser sur cette région en particulier, accélérer la vente bord de route. Et je pense vraiment qu'une plateforme de mise en relation permettrait de massifier assez facilement les volumes. Et si on ne pousse pas trop vers l'industrie et qu'on reste sur un maillage de petits intervenants, en soi, valoriser des lots inférieurs à 50 mètres cubes, c'est même préférable pour certaines unités. C'est tout à fait possible. Donc oui, j'y crois. Il y a suffisamment de personnes intéressées et mobilisées sur le sujet. Maintenant, il va falloir faire des choses parce que pour l'instant, force est de constater, je suis un peu dur quand je dis ça, mais force est de constater qu'il n'y a pas grand-chose qui a été lancé, mais beaucoup de choses sont doute dans les tuyaux. Merci Mathieu. Effectivement, la deuxième présentation reviendra sur ce sujet également de la ressource. Il y a une forme de question, quand même, une inquiétude en tout cas sur les débouchés et la demande en produits feuillus sur le territoire national, et une demande qui serait plutôt toujours à l'étranger, donc qui serait plutôt tendance à l'export. Est-ce que c'est quelque chose qui a été retrouvé dans les entretiens que tu as pu mener, la littérature? Très honnêtement, c'est un peu le chien qui se mord la queue, c'est-à-dire que je pense qu'on a fait disparaître la demande en bois massif par la disparition aussi de nos unités capables de le transformer correctement. Je sais de sources sûres, notamment de la part de gros distributeurs qui peut-être nous écoutent s'ils nous ont rejoints, mais il existe une demande de meubles en bois massif. Elle existe, elle n'est peut-être pas légion, mais elle existe. Les gens se sont lassés du meuble de style, mais entre le meuble de style en merisier et le Ikea en panneau de particules plaqué frêne, il y a certainement un intervalle. On a juste été incapable de prendre en France, qui s'est développé ailleurs dans le monde. Je ne vois pas pourquoi en France on ne pourrait pas réinstituer du meuble massif voilà, entre de l'Ikea et du merisier imitation de style. C'est juste une offre qui n'existe pas aujourd'hui, qu'il faut reconstituer. Donc oui, de fait, il y a une demande à l'export, mais même si la France présente une forme d'exception culturelle, plaise à certains, je pense que il y a aussi des modes qui peuvent se recréer et des efforts à faire dans le domaine méritent d'être faits. Merci Mathieu. Je vais redonner la main à Fanny pour la suite. En tout cas, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Quoi qu'il arrive, on les note, on les garde de côté. Et si certains souhaitent s'investir davantage sur le sujet, les FIBOIS sont bien entendu à votre écoute pour approfondir cette thématique. Merci Alec, merci Mathieu. Maintenant, on va pouvoir attaquer la deuxième partie du webinaire qui traite qui traite la question de quelle politique d'innovation en faveur des essences et qualités secondaires. Je vais donc laisser la parole à un des étudiants. Je ne sais pas qui commence. Ça va être moi. Ok, donc ce sera Jonathan. Et je vais aussi passer mon écran. Voilà, je vous laisse peut-être aussi le soin de vous présenter rapidement pour mieux situer un peu le contexte de votre mission, de ce qu'on vous a demandé. Voilà, merci.
Ça marche. Alors, je vais juste essayer de retrouver rapidement la présentation, comme ça, je l'ai et je peux la passer. OK. Voilà. Ça arrive. Et donc, peut-être, comme j'ai l'honneur de commencer, je vais nous présenter. Donc, comme le Fanny le disait, en fait, nous sommes des étudiants du master des politiques d'action publique dans le développement durable. Et en fait, dans le cadre de ce master, en fait, on est invité à travailler sur différents projets en groupe de projets. Et donc, avec Oriane, Jeanne et Maxence, en fait, on a travaillé sur le sujet de la valorisation des essences secondaires avec entre autres notamment le souci de travailler sur des politiques publiques qui pourraient favoriser la valorisation des essences secondaires. Et donc pour commencer sur le sujet, il y a quelques mois, on était encore débutants, on n'avait pas de formation spécifique sur le sujet, puisque certains d'entre nous sortent de l'école polytechnique, d'autres étaient déjà fonctionnaires dans différents ministères. Et donc, en fait, voilà, mais c'était un sujet qui nous intéressait, donc on avait souhaité se positionner dessus et rentrer dedans et travailler dessus. Je ne sais pas si tout le monde voit la présentation ou pas. Oui. Oui, ça marche, merci. Et donc voilà, donc c'était très rapidement ça. Peut-être je ne sais pas si les autres veulent dire deux mots ou si je me lance directement. Je vais me lancer. C'est parfait. Donc, juste sur la présentation, on va commencer plus pour un petit peu par reformuler la problématique et présenter la méthodologie qu'on a suivie pour réaliser notre travail. Et dans une seconde partie, en fait, on présentera les résultats en s'appuyant sur une étude de cas. Et on présentera quelques suggestions, propositions. Donc, pour aborder en fait la question cette question de valorisation des essences et des qualités secondaires, en fait, on a commencé par essayer de se poser la question des objectifs de cette commande et des objectifs poursuivis. Donc voilà, donc ça a été déjà, le contexte a déjà été présenté précédemment. Et donc nous, en fait, on a compris en fait cette commande comme un objectif de mieux utiliser le potentiel de la ressource française. Voilà, on a notamment dans les régions, et notamment locales, dans les régions, c'est majoritairement des feuillus. On constate que les feuillus sont moins exploités que les résineux ou sinon partent très rapidement à l'export. Et donc, voilà, donc c'était un des premiers points qu'on a compris. Ensuite aussi, on note aussi que les feuillus sont moins compétitifs que le résineux. Et donc, en valorisant plus l'agrume, on arrivera à réduire cet écart de compétitivité. En tout cas, c'est notre compréhension du sujet. Et aussi, on a aussi compris qu'il y avait probablement ou potentiellement un décalage entre l'offre et la demande, et peut-être aussi un des leviers à ce sujet pourrait être l'innovation, et donc notamment voilà, pour adapter les produits à l'offre. Et aussi, on pense qu'effectivement, la valorisation des essences et des qualités secondaires est essentielle pour anticiper l'avenir, puisqu'à l'avenir, en fait, pour avoir des forêts plus résilientes face au changement climatique, les forêts vont être probablement de plus en plus multi-essences. Et donc, cet enjeu d'arriver à valoriser toutes les essences et de mieux valoriser toutes les essences sera encore plus fort. Comme ça a été expliqué au départ, donc nous, notre travail était un volet d'une étude plus large. Donc, les études ont été réalisées en parallèle, donc on n'a pas pu prendre en compte en fait les résultats de l'étude réalisée par Ideobis, voilà, qui portait sur le bilan de la ressource et l'étude de marché. Et donc, on a un peu travaillé en parallèle en stylo. On n'a pas réussi à beaucoup échanger, puisqu'en fait, on a commencé au même moment et on a fini à peu près au même moment. Donc, on n'a pas eu beaucoup d'échanges. Mais voilà, on espère que c'est quand même complémentaire et on espère voilà, apporter en tout cas des éléments à la discussion et donc voilà, pour pouvoir voilà, apporter des propositions. Je passe la parole à Maxence maintenant. Oui, bonjour à tous. Alors, je veux bien que tu passes une slide. Voilà. Donc, comme on l'a dit, donc, la question qui nous a été posée, c'est quelle politique d'innovation pour développer la valorisation des essences et qualités secondaires dans les 3 régions. Et le premier constat qu'on a fait, c'est qu'il y avait quand même besoin de faire, disons, de préciser un peu la majorité des termes du sujet pour cadrer un peu ce qu'on entendait par cette politique d'innovation. Et en particulier, donc là, je vais les prendre un peu un à un, mais
se pose la question des destinataires de cette politique d'innovation et par qui elle doit être prise en charge. On savait que notre commanditaire était Fibois, mais potentiellement ça pouvait être un peu plus large. La question de l'innovation, elle aussi, était un peu plurielle, parce qu'on peut penser à des innovations techniques, mais il y a aussi certainement des innovations d'ordre réglementaire et organisationnel qui peuvent accroître la compétitivité de la filière. En ce qui concerne le développement, on se pose la question déjà de l'horizon temporel. Est-ce qu'on parle d'actions de très court terme ou est-ce que c'est des actions plus structurantes? Et surtout, dans quel but? On a commencé un peu à l'évoquer avec le rétablissement de la balance commerciale et l'adaptation au changement climatique, mais il y a certainement différents objectifs qui peuvent être poursuivis. Enfin, la question de la valorisation, ça a été évoqué assez extensivement finalement par Ideobis, mais une des questions qu'on se posait vraiment, c'est est-ce que le problème, c'est une question de volume récolté sur les essences secondaires de feuillus qui seraient trop faibles, ou est-ce que c'est une question de prix, avec des prix qui seraient en moyenne trop faibles par rapport à ce qu'on pourrait en attendre? Enfin, la question des essences et qualités secondaires, alors Jonathan l'a bien précisé, on était fortement novice sur le sujet et initialement, on a quand même eu un peu des difficultés de compréhension quant au concept en lui-même, mais donc on a été amené à le discuter assez en détail. Et enfin, sur la question des régions cibles, est-ce que la question qui nous était posée, c'était d'avoir une politique commune aux trois régions ou au contraire de pouvoir décliner tout ça? Je veux bien que tu passes à Saïd. Merci. Et alors, du coup, voilà, pour revenir très rapidement, évidemment, vous êtes tous des spécialistes du sujet, mais il nous semblait important de repréciser que ces essences et qualités secondaires ne sont pas un seul ensemble de bois, et en fait, sont au moins deux ensembles, avec d'une part les essences secondaires et d'autre part les qualités secondaires, et que ces deux sous-ensembles ne sont pas a priori complètement exclusifs l'un de l'autre, étant donné qu'on peut être à la fois une qualité secondaire d'une essence secondaire. Et surtout, alors c'est vrai qu'on ne l'a pas encore dit, mais on a mené une campagne d'entretien relativement large pour ce travail, d'une part pour se familiariser avec le sujet et d'autre part pour avoir un peu des retours d'expérience et identifier des bonnes pratiques et des bonnes idées pour valoriser ces essences et qualités secondaires. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que la définition finalement de ces objets variait pas mal selon les acteurs qu'on rencontrait. Alors déjà, ça variait selon les territoires, parce qu'en fonction des abondances relatives des populations forestières et de la nature du tissu industriel, finalement, les essences qui sont considérées comme secondaires dans les trois régions cibles ne sont pas les mêmes. En fonction des acteurs aussi, parce que assez naturellement, en fonction du cœur de métier et du champ de compétences des différents acteurs rencontrés, la caractéristique secondaire n'est pas toujours la même. Alors en particulier, s'il fallait prendre des exemples, pour l'Office national des forêts, on a insisté un peu sur le rôle biologique et de la diversité qu'apportent les essences secondaires dans des forêts mosaïques et qui permettent d'accroître la résilience notamment au changement climatique et aux ravageurs. Alors que si on parle plus à des instituts techniques ou à des pôles de compétitivité, la caractéristique secondaire dépend en fait surtout des caractéristiques techniques des produits qui peuvent être fabriqués à partir de cette ressource. Et puis enfin, selon l'usage, évidemment, parce que les caractéristiques techniques des bois considérés ne collent pas forcément immédiatement à la hiérarchie des usages. Et alors ça, on en reparlera un petit peu plus loin parce qu'on va prendre une étude de cas sur le peuplier, mais notamment il nous est apparu que autant le peuplier apparaît comme une essence principale dans les Hauts-de-France pour l'industrie de la palette, de l'emballage léger, etc. Mais autant en ce qui concerne le bois de construction, il est pour l'instant encore secondaire parce que bien qu'il soit autorisé en construction, il demeure finalement peu utilisé avec des procédés industriels qui ne sont pas encore complètement massifiés. Et évidemment, tout ça est amené à évoluer dans le temps avec les effets du changement climatique. Toujours est-il, ouais, j'aime bien que tu bouges. Toujours est-il qu'on avait besoin un peu de rassembler le sujet. Et donc là, de manière assez naturelle, on s'en est rapproché. On a adopté une démarche économique, déjà parce qu'on parlait de valeur et d'innovation et que dans les entretiens qu'on avait menés, on s'est rendu compte qu'il y avait des freins économiques à la valorisation de ces essences et qualités secondaires. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a fait tourner des modèles économétriques pour simuler le fonctionnement de la filière, mais simplement pour dire que pour essayer de rassembler toute cette collection de définitions pour les essences secondaires et les qualités secondaires, on s'est dit que c'était intéressant de réfléchir en termes de marché, c'est-à-dire s'intéresser à l'offre, à la demande, aux biens qui peuvent être produits à leur évolution et puis aux facteurs de production que sont le capital et le travail. Et quand on retraduit un peu la question qui nous avait été posée avec, disons, ce nouveau langage vaguement économique, on se rend, enfin, en tout cas, ce qu'on en comprend, c'est que la valorisation des essences secondaires
c'est avant tout un problème de volume récolté qui sont pour l'instant trop faibles et de valeur créée qui est elle aussi trop faible en raison de l'absence de débouchés à haute valeur ajoutée, hormis pour quelques essences luxueuses. Et par contre, sur la question des qualités secondaires qui sont finalement des ressources fatales, c'est-à-dire qu'on récolte, qu'on le veuille ou non, la question se pose plus sur l'accès à des marchés à haute valeur ajoutée et sur le partage de la valeur tout au long de la chaîne lorsque cette ressource capte des marchés. Et donc, voilà, si on reformule un peu la problématique qui nous avait été proposée par les FIBOIS, on a décidé de s'intéresser, enfin de réfléchir à une stratégie de valorisation des essences et qualités secondaires en s'intéressant d'une part à l'offre forestière, à la demande en produits bois, à l'évolution des facteurs de production, c'est-à-dire à la manière dont l'investissement peut permettre aux industries de transformation d'évoluer, et à la nature des biens qui peuvent être produits avec ces bois, notamment par le biais de l'innovation, et là en particulier technique. Alors, avant de rentrer un peu plus dans le sujet, quelques mots sur la méthodologie, même si Maxence en a dit quelques mots. Simplement pour vous dire, surtout comme on partait de pas grand-chose, du niveau avec une connaissance relativement faible de notre côté, on a procédé avec beaucoup d'entretiens. J'ai l'habitude de dire par cercle concentrique, c'est-à-dire qu'on est d'abord parti, d'acteurs institutionnels d'ordre national pour déjà comprendre les enjeux un peu généraux de la filière, forêt-bois et ensuite pour se recentrer à la fois plus précisément sur la question, des essences et qualités secondaires et aussi sur les 3 régions d'études. Donc ça se voit là dans le petit, graphe que vous voyez, sur la slide. Donc avec d'abord des entretiens au niveau national, puis, au niveau notamment des, conseils régionaux et des DRAF ou des RIAF, des 3 régions, des collectivités locales bien sûr et ensuite on s'est, rapproché finalement de la filière avec des acteurs qui ont une vision intégrée sur, l'ensemble de la chaîne de valeur, au niveau de cette filière forêt-bois avec notamment le CSF Bois. Puis, bien sûr, on s'est intéressé aux professionnels, à quelques professionnels, dans la région avec des visites de sites, notamment de scieries dans les Hauts-de-France, qui ont été très précieuses pour nous pour un peu plus ancrer, dans la vraie vie, on va dire, dans l'opérationnel, ce qu'on lisait ou ce qu'on pouvait entendre. J'en profite juste pour dire merci à tous qui nous ont accordé du temps, parce que je sais que votre temps à tous est précieux. Donc merci beaucoup de nous l'avoir accordé, ça nous a beaucoup, éclairés. Et simplement aussi pour dire que, au-delà de ces cercles concentriques qui nous ont vraiment rapprochés de notre objet d'étude, on a, essayé de mettre ça en regard, d'une part d'une filière qu'on a trouvée relativement, similaire, en tout cas avec plusieurs points de comparaison. La filière chanvre, voilà, on a préparé quelques slides, si vous voulez qu'on en discute, à la fin, il y aura pas de problème et avec des échanges avec des collectivités locales en dehors de nos 3 régions, notamment dans le Grand Est, qui est une région qui a effectivement beaucoup, travaillé sur ces questions-là. La slide d'après, simplement pour dire qu'assez naturellement, il y a une grille d'entretien, enfin en tout cas des grandes thématiques qui sont ressorties de ces entretiens. Sans surprise, sans doute pour vous d'autant plus, on retrouve des thématiques qui portent sur toute la chaîne de valeur, donc depuis l'amont forestier, jusqu'à l'aval et avec des thématiques peut-être un peu plus, transversales comme la question de la gouvernance, qui est compliquée mais sans doute assez essentielle, sur ces sujets-là. Là, simplement une slide pour introduire un peu, la manière dont le rapport a été construit parce qu'il me semble, enfin, j'ai vu passer dans les, échanges que peut-être vous auriez, accès, à l'étude. Voilà, comme on l'a dit en introduction, la question qui nous était posée, c'était vraiment l'analyse de l'action publique, dans la filière forêt-bois, en particulier sur ces essences et qualités secondaires. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, dans la littérature qui est dédiée, à l'analyse de la fonction publique et au fonctionnement de la filière, il y avait finalement peu de choses sur, les essences et qualités secondaires. Et alors en particulier, si on fait exception des travaux des Assises nationales de la forêt et du bois, en fait, on a très peu de traitement de cette thématique dans des rapports, qu'ils soient écrits par l'ADEME, l'Assemblée nationale, la Cour des comptes et tout ça. Et donc, en fait, on s'est retrouvé un petit peu embêté pour avoir des données précises sur ces essences et qualités secondaires. Et comme on l'a dit, comme notre travail a été mené en parallèle du travail d'Ideobis, on avait aussi peu d'informations quantitatives sur le potentiel de récolte et sur la nature exacte du tissu industriel. Donc voilà, on a formulé des recommandations qui partent d'abord des entretiens qu'on a menés et ensuite des connaissances préalables et éventuellement transversales qu'on pouvait avoir sur d'autres filières ou d'autres domaines d'études. Donc, l'objectif de cette seconde partie de la présentation, maintenant, ça va être de vous présenter quelques résultats. Et donc, pour le faire, en fait, je vais juste d'abord rappeler les axes retenus que nous avons
appliquées, enfin les actions nous avons retenues. Et ensuite, on verra en fait les résultats au travers, en s'appuyant notamment sur une étude de cas. Juste pour les, donc comme l'a expliqué Maxence, on a suivi une approche économique et donc on a travaillé sur 4 axes qui en fait couvrent toute la chaîne de valeur. Parce qu'il nous a semblé en tout cas que des actions sur toute la chaîne de valeur étaient nécessaires pour arriver à valoriser et à mieux valoriser les essences et les qualités secondaires. Donc l'offre, notamment voilà, pour arriver à mieux utiliser la ressource, la demande pour avoir un rôle moteur au niveau de la filière, les facteurs de production, pour arriver à mieux valoriser l'agrume en tant que tel et les produits pour s'adapter effectivement à la demande, notamment via l'innovation. Jeanne ? Oui. Donc maintenant, on va parler un peu plus d'une étude de cas et en fait qui est, disons, un prétexte pour vous présenter les recommandations qu'on a formulées, enfin une partie des recommandations qu'on formule et montrer comment elles s'ancrent dans la réalité de possibilités d'innovation à partir d'essences et de qualités secondaires. Si tu veux bien passer à la slide suivante. Donc, il s'agit d'un cas que vous connaissez peut-être, qui est celui du développement d'une production de peupliers lamellés-collés dans les Hauts-de-France. Donc, pour une brève présentation générale, comme vous le savez sûrement, c'est une essence qui est importante dans la région, le peuplier, qui est autorisé en construction depuis 2007. Il y a une dizaine d'années, un certain nombre d'acteurs se sont mobilisés pour essayer de rendre cette essence plus attractive avec des productions plus intéressantes que celles qui existaient déjà, enfin plus valorisantes en tout cas, que celles qui existaient déjà en palette et en emballage notamment. Donc il y a eu un travail pour caractériser cette essence, puis pour développer une production de lamellé-collé, notamment avec une scierie qui a développé une chaîne de production dans les Hauts-de-France aujourd'hui. Et le peuplier lamellé-collé est commercialisé sur une plateforme, la plateforme Avivio, dans les Hauts-de-France, avec une mise en commande de plusieurs acteurs. Donc il y a aujourd'hui une production commercialisée. Et si on a choisi de s'intéresser à ce cas d'étude, c'est parce que c'était un cas qui nous semblait intéressant, parce que ça a permis de développer un nouveau type de production avec une essence qui n'était pas orientée du tout vers ce type de production au départ, parce que c'est quelque chose de récent, donc il y a eu des obstacles qui ont été surmontés, mais qu'il en reste encore d'autres, et aussi parce qu'on avait accès à certaines informations grâce à nos échanges avec Fibois Hauts-de-France et avec des acteurs de la région. Oui, c'est bon. En tout cas, donc le premier constat qui nous a été remonté, c'est qu'il y avait des tensions sur l'approvisionnement pour nourrir cette filière, pour alimenter cette filière en peuplier lamellé-collé, à au moins 3 horizons différents. D'abord à court terme, parce que les Hauts-de-France ont une spécificité, c'est qu'une part importante des bois commercialisés partent en bois énergie et que l'industrie de la palette et de l'emballage léger est déjà fortement implantée et emblématique et performante dans la région, ce qui fait que l'introduction d'un nouveau débouché pour une filière déjà valorisée est pas si évidente. À moyen terme, il y a un problème de structuration de l'offre qui a été évoqué rapidement dans la présentation précédente et qui est de toute façon assez structurant dans la filière française, c'est un morcellement de la propriété privée. Et donc, en fait, ce qui interroge quant à la capacité à lever de nouveaux volumes en peuplier pour alimenter une filière de construction si jamais la demande croît. Et enfin, à long terme, avec un problème de gestion de la ressource, avec le CNPF qui précise dans un rapport d'il y a quelques années qu'un hectare sur 3 actuellement de peuplier n'était pas replanté. Et donc, ça pose évidemment un problème de renouvellement des populations à horizon quelques décennies. Et finalement, tous ces 3 constats sur les tensions sur l'approvisionnement en peuplier, ça nous a amené à formuler des recommandations pour structurer davantage l'offre forestière. Et alors là, en particulier, on voulait en présenter 2 auprès de vous. Un des moyens d'action publique qu'on a identifié pour améliorer la structure, pour davantage structurer l'offre forestière et pour accroître les volumes qui peuvent être récoltés. Le levier d'action publique qu'on a identifié, c'est le développement de la contractualisation, qui est déjà assez bien mis en œuvre par l'ONF, mais qui peine encore à s'introduire au niveau des propriétaires forestiers privés. Et donc, en particulier, 2 des formulations qu'on a formulées pour développer davantage de la contractualisation au niveau de l'amont forestier, c'est d'abord de procéder à l'élaboration d'indices de prix sur les marchés donc régionaux d'abord et nationaux peut-être in fine pour les essences secondaires et qualités secondaires.
Et parce que si on dispose d'indices de prix impartiaux et qui peuvent évoluer dans le temps, ça facilite la construction de contrats pour finalement rétablir la symétrie d'information entre un vendeur et un acheteur. Et donc notamment, ça c'est une thématique qui a été très présente sur les filières agricoles et alimentaires depuis la loi qui s'appelait la loi Egalim, donc, qui a été votée en 2018 et qui avait pour vocation d'améliorer le revenu des exploitants agricoles et de mieux répartir la valeur. Et donc en particulier, depuis 2018, il y a eu des travaux assez importants et je pense qu'ils doivent être très informatifs pour la filière forêt-bois qui ont été menés. Donc d'abord par l'établissement public France Agrimaire qui se charge de collecter des données et de les traiter. Donc c'est un établissement public qui traite des données agricoles, mais je pense qui a produit des rapports et des méthodes qui peuvent être utilisées par les interprofessions de la filière forêt-bois pour procéder à cette construction d'indice de prix. Et puis finalement, il y a aussi la Direction générale pour la performance écologique et environnementale des entreprises, qui est une des directions du ministère en charge de l'agriculture, qui eux aussi ont mené des travaux assez intéressants sur la construction d'indices de prix. Et donc notamment, nous pensons qu'une des questions qui doivent être traitées par les interprofessions de la filière et par l'ensemble de la filière forêt-bois, c'est de s'interroger sur quelles données peuvent être mises en commun entre les différents acteurs, avec quel niveau de précision, c'est-à-dire est-ce que c'est à l'échelle de la scierie et de la parcelle ou est-ce que c'est à des échelles plus larges, comment elles doivent être traitées pour respecter le secret des affaires et puis finalement à quels usages doivent être faits de ces indices de prix. Et une deuxième recommandation qu'on voulait mettre en avant aujourd'hui, c'était de réaliser une concertation pour réfléchir à une stratégie propre de contractualisation pour les essences et qualités secondaires, et en particulier se poser la question des essences et des qualités qui devraient ou ne devraient pas faire l'objet d'une stratégie de contractualisation, parce que on nous a expliqué assez clairement que certains usages luxueux, notamment en tonnellerie, pour ces usages-là, il n'était pas souhaitable de procéder à des contrats. Et donc voilà, je pense qu'il y a une concertation à avoir pour éclaircir un peu quelles essences, quels usages et finalement quels acteurs doivent participer à l'élaboration de cette stratégie-là. Oui, donc un deuxième axe auquel on a réfléchi, c'est sur les conditions qui vont permettre d'amorcer l'innovation, de lui permettre d'exister et d'être amorcée. Donc on a fait plusieurs constats dans l'étude de cas qui nous ont amené à formuler certaines recommandations. Le premier, c'est qu'il y a vraiment eu un temps assez long qui a été consacré à la caractérisation technique, qui a été coûteux en temps, en argent, en personnes. Et on pense que si des essences sont identifiées avec un certain potentiel, notamment avec ce qui pourra ressortir de l'étude menée par Ideobis, ça peut être particulièrement intéressant d'anticiper la caractérisation technique, peut-être avec des collaborations entre différents acteurs ou différentes régions, pour qu'elles soient menées assez tôt et que ça favorise ensuite l'innovation par les acteurs qui seront, disons, plus informés sur les possibilités associées aux différentes essences. Un deuxième constat, c'est que ce produit, il a eu un positionnement assez particulier sur le marché parce que le peuplier, c'était une essence qui était déjà orientée vers certaines productions, avec une demande importante, mais qui a quand même eu la possibilité de créer un débouché en construction. Et qu'une des raisons pour lesquelles ça nous paraît intéressant, c'est parce qu'il y a une question non seulement économique de la valorisation, mais aussi une question écologique avec des produits qui vont durer plus longtemps que de l'emballage, donc une séquestration carbone qui semble plus intéressante, et aussi une valorisation culturelle d'une essence locale avec des débouchés qui peuvent être perçus comme plus nobles et plus valorisants parfois pour les personnes qui les produisent. Ensuite, il y a la question des surcoûts, qui est une question qui est très souvent évoquée lorsqu'on évoque le sujet des feuillus. Non, si tu peux rester. Voilà. Lorsqu'on évoque le sujet des feuillus en construction. Et en fait, au cours de nos entretiens, on s'est aperçu que même si c'est une question qui était très souvent évoquée, c'est pas une question qui est si bien balisée que ça. Donc, il y a effectivement les surcoûts associés aux matières premières qui vont être souvent relativement bien connus, mais qui parfois vont être amenés à évoluer avec lorsque les savoir-faire autour de la production de nouvelles matières se développent. Et il y a aussi les surcoûts associés, disons, à l'ensemble du processus jusqu'à la construction elle-même. Et ça ne semble pas toujours bien connu ou bien évalué. Donc on pense que ça pourrait être pertinent de mieux évaluer ces surcoûts, disons, à construction égale en termes de performance énergétique aussi, de qualité en général. Et
en tenant compte aussi de la montée en compétences qui est requise par l'utilisation de nouveaux produits. Slide suivante, s'il te plaît. Ensuite, ici, ce qu'on voit, c'est que ce sont des scieries qui ont joué un rôle important dans le développement de cette production. Et au cours de nos entretiens, on a souvent entendu que dans d'autres pays, il y avait d'énormes scieries avec des capacités industrielles très importantes et que, à cet égard, en France, on avait certains désavantages. Et nous, ce qu'on a constaté au cours de nos entretiens, au cours de cette étude de cas, c'est que ça peut aussi être vu comme un atout en termes d'agilité, de capacité à développer des nouvelles productions et à mobiliser un réel savoir-faire. Donc on pense que pour développer des innovations, ça pourrait être particulièrement intéressant de considérer ça comme un pivot, disons. Enfin, le développement de cette production, il a impliqué plusieurs acteurs situés à différents maillons de la chaîne de valeur. Et dans notre étude de cas, on a vu que Fibois Hauts-de-France avait pu jouer un rôle particulier un peu pour assurer la continuité du projet, malgré le fait qu'il y avait différents acteurs et entre lesquels la collaboration n'a pas toujours été complètement évidente et que le rôle de fil de continuité de Fibois ici nous a semblé particulièrement porteur. On pense que c'est un rôle qui pourrait être joué soit par cet acteur, soit éventuellement par d'autres acteurs, un rôle de fédérateur, d'autant plus qu'il y a d'autres cas où des projets multi-acteurs ou des associations multi-acteurs avec des acteurs de différents maillons de la chaîne sont mobilisés et que leurs travaux pourraient être fructueux. Je pense par exemple à un cas qu'on n'a pas approfondi, mais une association qui existe en Bourgogne-Franche-Comté qui s'appelle le Cluster Robbins et qui travaille sur la question de la mobilisation des matériaux biosourcés, notamment du bois, en construction. Donc d'avoir des acteurs comme ça qui puissent jouer ce rôle de garant de la continuité d'un projet, ça nous semble particulièrement utile. Merci. Alors, on a beaucoup parlé de comment on sécurise la ressource, comment on peut créer de l'innovation. J'ai vu qu'il y avait aussi d'ailleurs des questions sur ce qui arrive, c'est-à-dire comment on sécurise le fait qu'il va bien y avoir un carnet de commandes, comment on peut faire pour qu'il y ait un débouché à finalement tout ce qu'on veut commercialiser ou créer. Alors, comme ça a été déjà dit en introduction, nous, on a un prisme action publique, donc on s'est particulièrement intéressé au rôle de l'action publique sur ce sujet-là et donc au rôle de la commande publique. C'est pas nouveau, hein, ça c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Sur la plateforme Avivio en particulier, on a pu voir que la commande publique a déjà joué un rôle assez important, notamment en termes d'effet démonstrateur pour donner à voir ce que peut donner cette construction bois. Et sur le site internet de la plateforme, par exemple, tous les exemples qui sont donnés comme particulièrement intéressants, ce sont bien des exemples issus de la commande publique. On vous en a mis une photo ici que vous devez sans doute mieux connaître que nous d'ailleurs. Mais en tout cas, ça nous semblait intéressant de rappeler cet effet démonstrateur qui, certes, ne suffit pas, parce qu'une fois qu'on a donné à voir, il faut que derrière, il y ait une autre dynamique qui s'enclenche, mais qui, de l'avis de plusieurs des personnes qu'on a pu interroger à différents niveaux de la chaîne de valeur, nous confirme que c'est quand même un effet démonstrateur, en tout cas un effet levier qui est vraiment très important et intéressant. L'autre levier qui accompagne, qui est servi par la commande publique, c'est l'appui financier. C'est-à-dire que notamment quand on est dans une innovation, dans des nouveaux produits, ça peut coûter plus cher dans certaines conditions. Et il y a là un rôle que peut jouer la puissance publique, notamment en ayant une vision plus écosystémique intégrée de cette ressource bois, et en particulier si on est sur de la ressource bois locale ou en tout cas nouvelle. En valorisant le fait que c'est certes de la construction bois biosourcée, mais c'est aussi développer un écosystème local, s'appuyer sur une ressource qui est patrimoniale localement, favoriser des emplois locaux non délocalisables. On est vraiment sur réancrer cette filière dans un écosystème local. Et enfin, il nous semblait intéressant de citer un exemple là qui est vraiment parlant, me semble-t-il, même si on n'est pas pu aller beaucoup plus loin et que vous avez peut-être aussi en tête, c'est l'effet généré par la construction du village olympique Paris 2024. Alors là, on n'est que, entre guillemets, sur de la construction bois, hein, pas sur de la construction bois ni française en particulier, ni locale. Mais en tout cas, ce qu'ont pu nous dire plusieurs acteurs de la filière, c'est qu'il y a eu un tel volume de commandes publiques générées par cette construction que finalement, derrière, tout l'outil industriel en amont est en train de se mettre en ordre de marche et a pu mettre en place des chaînes de production de notre niveau. Enfin, il y a vraiment un gap qui a été franchi grâce à cette commande publique massive. Et si on arrive peut-être à conduire une étude un peu plus précise sur ces sujets-là, on pourrait mesurer quel volume de commandes publiques est nécessaire pour vraiment permettre d'ancrer plus dans la durée toute la chaîne amont
une structuration de la chaîne amont. Des aides publiques de certaines collectivités, et en particulier là, du Conseil régional des Hauts-de-France, ça a pu être dit, et j'y reviens pas dessus, mais c'est un autre levier de la puissance publique. Juste après, juste pour pointer particulièrement 2 recommandations en lien avec l'action publique. D'une part, je l'ai juste évoqué là, voilà, s'intéresser vraiment à toute la chaîne et à l'approche intégrée de la durabilité de la filière, c'est-à-dire qu'expliquer ou sensibiliser les élus, je sais que c'est déjà fait, mais vraiment continuer à renforcer ça sur le fait que construire en peuplier ou dans une autre essence, ça emporte tout le développement territorial local. Et une recommandation qui nous semblait intéressante, c'était de parler de la construction bois, certes, mais valoriser aussi le reste des produits bois qui sont intéressants. Alors, je crois que ça rejoint là aussi des discussions qui ont lieu dans le fil de discussion en parallèle, avec notamment la question de l'ameublement intérieur. Pourquoi aussi là ne pas valoriser, inciter certaines collectivités à lancer des marchés sur cet ameublement intérieur. On a tous en tête des pupitres d'écoliers il y a très longtemps, mais en tout cas un peu dans cette même dynamique, rappeler que le mobilier bois peut aussi apporter quelque chose à cette filière et à ces essences locales. Donc là, Oriane, Jeanne et Maxence ont présenté les aspects offre, demande et innovation. Et pour ma part, je vais parler de l'aspect transformation de l'outil industriel et professionnalisation de la filière, enfin des acteurs. Donc, l'étude de cas, en fait, était utile pour mettre du concret sur ce qu'on a trouvé dans la littérature. Par exemple, c'est vrai que dans la littérature, on a des enquêtes qui ont été menées qui indiquent que dans beaucoup de séries, en tout cas, je crois que c'était une série sur 2, l'outil industriel est vieillissant ou en fait, ou a besoin d'être rénové. Et en fait, l'étude de cas nous montrait en fait un exemple de série qui avait mis en œuvre, qui avait investi pour développer un outil industriel complémentaire. En fait, donc c'était un atelier qui permettait d'avoir une première étape de seconde transformation sur site et ainsi de valoriser plus de produits et de capter, en fait, de garder la valeur ajoutée sur site. Et donc, c'est une stratégie, en fait, qui nous semblait intéressante et qui nous semble mériter d'être promue, notamment par les pouvoirs publics, en termes de politique publique. C'est vrai que l'étude de cas nous a aussi souligné d'autres éléments qui sont les coûts significatifs de développement. Alors, Jeanne est déjà venue aussi, a déjà évoqué le sujet, notamment de la certification, mais aussi les développements techniques et industriels. Donc, tout ça a des coûts significatifs et donc a montré aussi le rôle des aides publiques que Ryan a mentionné pour arriver à transformer l'outil industriel. Et enfin, a aussi souligné, l'étude de cas a aussi souligné les enjeux de formation de 2 niveaux. Il y a la formation, en fait, toutes les scieries n'ont pas la capacité de produire en fait des sillages pour du lamellé-collé. Et aussi, il y a un enjeu de formation au niveau des employés des scieries. Enfin, que ce soit dans la littérature et de nos entretiens, l'enjeu de la formation est beaucoup ressorti. Donc, il me semblait aussi qu'à cet égard, il y avait des choses qui seraient nécessaires de faire pour toujours dans l'objectif de mieux valoriser les essences et les qualités secondaires. Alors, pourquoi je mentionne ce lien avec les qualités et les essences secondaires? Parce qu'en fait, on nous a expliqué que dans la formation actuelle, principalement, les agents sont formés à travailler des résineux et que la technicité du travail de feuillu et d'arriver à faire du travail sur des essences multiples nécessite une expertise, en fait, des compétences qui aujourd'hui ne sont pas fournies par la formation nationale, en tout cas. Et donc, juste pour souligner quelques recommandations. Alors, la première, c'était donc partir de cette stratégie qui est pas tout à fait nouvelle, mais en tout cas qui nous semble important de mettre en avant, de développer en fait une première étape de deuxième transformation pour en fait garder pour en fait capter plus de valeur ajoutée et la garder sur le site. Donc ça, c'était une recommandation en fait qu'on souhaiterait mettre en avant dans le sens où les pouvoirs publics pourraient soutenir, accompagner ces démarches-là et donc dans l'accompagnement de la transformation de l'outil industriel avec cet objectif-là. Alors, la seconde recommandation que j'ai mentionnée n'est pas nouvelle en fait, mais c'est juste, il me semblait aussi important de l'indiquer quand même qu'aujourd'hui, les aides publiques, par exemple, le dispositif de compensation des surcoûts pour la construction en bois dans la région de France sont des dispositifs utiles. Et voilà, donc ça nous semblait important en tout cas de suggérer leur maintien en termes
de poursuite des politiques publiques. Et enfin, là, je mentionne une recommandation qui, elle, mériterait encore d'être approfondie. Mais voilà, c'est lié aux enjeux de formation. Voilà, puisque c'est quelque chose qui était vraiment beaucoup ressorti aussi dans notre étude. Et peut-être c'est quelque chose que si on avait eu plus de temps, on aurait pu creuser un petit peu plus. Voilà. Oui, pardon. Si on a choisi d'étudier cette essence aussi, c'est parce que ça interroge la notion d'essence secondaire qui était notre problématique initiale. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que le cas du peuplier, il est vraiment particulier. On peut discuter du fait que puisse être qualifié d'essence secondaire. Ici, ce qu'on constate surtout, nous, et qui nous semble intéressant, c'est que c'était une essence qui était déjà mobilisée par une demande importante, mais au vu de ses caractéristiques techniques, au vu de ce qu'elle représente localement, elle pourrait peut-être être mieux valorisée. J'en en ai parlé avec une valorisation potentiellement économique plus intéressante, avec des débouchés plus valorisants, mais aussi, comme je l'ai mentionné, une valorisation écologique et une valorisation culturelle au sens de la valorisation locale d'une essence locale. Et donc ça pose aussi la question des axes de réflexion qui doivent être pris en compte lorsqu'on réfléchit à mobiliser de nouvelles essences, entre guillemets. Oui, alors là, très rapidement, parce que le temps file, mais là, évidemment, je ne vais pas détailler l'intégralité de ce tableau, mais le but était d'expliquer un peu comment on avait réfléchi pour formuler l'intégralité des recommandations qui figurent dans le rapport. Mais en gros, notre idée, c'est que, donc, au début de la présentation, on a évoqué les enjeux relatifs à la valorisation des essences et qualités secondaires. Ils sont au moins 4 types, avec une offre et une demande qui sont toutes les deux ou imprévisibles ou un peu instables, une valeur qui est trop faiblement créée par les industries de transformation et par des industries qui ont du mal à la fois innover et renouveler leurs outils de production. Et donc les instruments pour répondre à ces enjeux, on a pensé à des leviers de politique publique qui, après, voilà, nécessitent pour chacun, en fonction des peurs qu'ils génèrent, des inquiétudes et des compétences aussi de l'interprofession, voilà, appellent des grands leviers. Donc, par exemple, sur le cas de la contractualisation, deux grandes craintes qu'on a comprises, c'est le fait que les acteurs craignaient de ne pas valoriser suffisamment leurs ressources ou leurs produits si jamais les prix du marché évoluaient, et puis que c'était difficile pour des professionnels de changer de pratique du jour au lendemain, et que donc il y avait un besoin important d'accompagnement. Et c'est pour ça que là je reprécise qu'il y avait notamment le besoin de définir une stratégie propre pour ces essences et qualités secondaires pour accompagner spécifiquement les acteurs de cette filière. Tu peux passer, Jonathan. Et de ces grands leviers-là, on en a décliné dans nos 3 régions pour nos commanditaires. Voilà des actions concrètes. Donc là, à droite, vous en avez des petits exemples raccourcis, parce que sinon, ça ne rentrait pas sur la slide. Mais en gros, ce qu'on propose, ça s'inscrit de l'amont de l'action d'une interprofession en pensant finalement la nouveauté des nouvelles actions, à l'aval avec la mobilisation de nouveaux partenaires, en passant par notamment la production de compétences, l'accompagnement du changement ou des actions de communication. Voilà, très rapidement, une conclusion. Alors, c'est pour lancer les échanges, mais j'ai vu qu'il y avait des questions, donc ce sera certainement un petit peu superflu. Mais on l'a dit, la valorisation des essences secondaires, c'est intéressant à au moins 3 titres. D'abord, pour des raisons environnementales. Ensuite, pour des raisons sociales, de cohésion des territoires et de structuration du tissu industriel local. Et pour répondre à une demande qu'on imagine croissante. On l'a dit, il y a des grands freins qui sont l'irrégularité de l'offre, par exemple, avec des leviers d'action publique. Et ça se traduit concrètement par les actions d'animation, d'accompagnement, de pédagogie par l'interprofession. Et alors, et là, du coup, j'en profite pour faire juste une remarque. Les freins à la valorisation des essences secondaires et des qualités secondaires, ce qu'on en constate, c'est qu'ils ne sont pas tellement d'origine légale et réglementaire. Donc, en fait, l'action des pouvoirs publics, elle ne se joue pas sur ces thématiques purement régaliennes, ce qui met en valeur le rôle important que pourraient avoir les interprofessions dans la valorisation de ces essences et qualités. Et pour conclure, quelques perspectives qui pourraient faire suite à notre étude. Donc, ce qu'on nous a semblé intéressant de dire, c'est d'abord que cette étude, elle s'est faite sur un temps très court, puisqu'on a commencé en septembre, c'était pas du tout à temps plein. Et ça nous semble constituer une amorce intéressante, mais qui mériterait d'être poursuivie avec des travaux peut-être sur un temps plus long, avec un accompagnement plus poussé. Ensuite, ce qu'on a vu, c'est le fait qu'il y avait des approches orientées communication sur les enjeux associés à la filière bois, notamment en termes
de demande en matériaux biosourcés et d'utilité écologique de mobiliser ces matériaux-là, et un enjeu de pédagogie, de sociologie, qui pourraient être, qui sont intéressants à considérer et à mobiliser. Ensuite, des études thématiques de comparaison interfilière notamment qui pourraient nous sembler intéressantes. Maxence a mentionné par exemple la comparaison entre les problématiques d'approvisionnement de la filière forêt-bois et celles que connaît aussi la filière agroalimentaire et qui sont évoquées, qui constituent le sujet de la loi Egalim. Et enfin, ce terme peut-être un peu maladroit de valeur non économique par lequel on veut dire qu'il y a aussi un enjeu écologique qui doit être pris en compte et un enjeu culturel qui doivent tous deux être pris en compte dans la question de la valorisation des essences secondaires et des qualités secondaires. Merci pour votre écoute. Voilà, j'ai arrêté de la présentation. Merci pour cette intervention. On a eu quelques questions. C'est pile poil, hein, c'était mon chrono, pile poil. Parfait. Donc, on a eu quelques questions. Je vais laisser le soin à Alec de nous faire un petit tri, une petite reformulation. Peut-être peut-être qu'on aura des questions qui concerneront l'ensemble des intervenants. Oui, merci Fanny, et merci pour cette belle présentation. Alors, vous avez un peu répondu en conclusion, et peut-être reprendre une question qui vient de la DRIAF, préciser ce que vous entendez par valorisation non économique. Je sais pas, si tu voulais répondre. C'est peut-être ton micro coupé. Hein. Vas-y, si tu Oui, l'idée qu'on en avait, en fait, quand on parle de valorisation économique, on parlait vraiment de marchandisation, c'est-à-dire on prend des biens qui vont avoir un prix donné qu'on vend sur des marchés, et on pensait que développer des stratégies de meilleure gestion des essences et qualités secondaires, ça passait aussi par la valeur, c'est-à-dire le rôle, donc là, Jeanne l'a dit, culturel et écologique que jouent ces essences dans les forêts, et qui du coup nécessite, il nous paraît envisageable de mettre en avant, par exemple, la valeur, le rôle que jouent ces essences-là dans la régulation des populations de ravageurs, dans la résilience des populations forestières collectives face au changement climatique, et que ce serait déjà des raisons suffisantes en soi pour mieux protéger et mieux aider et mieux accompagner la gestion sur ces essences secondaires en particulier, et pas seulement le fait qu'on puisse les vendre cher. Et du coup, par rapport au dernier commentaire qui vient d'être marqué, oui, c'est exactement ça. Mais collectivement, on n'a pas l'air de partir sur une rémunération réelle des services écosystémiques forestiers. Et on peut le déplorer, mais en tout cas, c'est comme ça. Merci. Il y a également les acheteurs de la FNB qui précisent que des indices de prix, donc effectivement, existent sur des produits sciés. Et apparemment, il y aurait un travail qui vient d'être mis en place, piloté par France Bois Forêt pour créer un indice de prix de bois rond. Donc à suivre. Également une question concernant est-ce que vous avez intégré l'amont de la filière jusqu'au niveau peut-être pépiniériste sur la capacité à assurer un renouvellement et voilà. Alors, vu que la question avait été posée, c'était moi qui parlais à ce moment-là. Alors, déjà, non, c'est vrai qu'on n'a pas parlé avec l'amont pépiniériste. Après, c'était aussi un choix de pas aller regarder trop à l'amont parce que finalement, la valorisation des essences et qualités secondaires, c'est la valorisation d'une ressource qui est déjà là. Parce que, et ça a été assez bien, je pense, montré par le bureau d'études en première partie. On a des bois sur pied qui sont déjà présents et qui ont tendance à grossir en volume. Et du coup, une stratégie de valorisation, c'est déjà de réfléchir à comment on sort ces bois-là des forêts et les vendre correctement et pas en bois énergie. Et ensuite se posera effectivement la question du repeuplement. Et néanmoins, dans la manière dont la question était formulée, si l'amont fait partie des premiers à motiver les propriétaires dans la diversification, nous, notre objet, ce n'était pas forcément de dire qu'il faut encore plus de diversité dans la forêt, mais plutôt comment on réagit à cette diversité qui est déjà présente et qui peut-être va s'accroître. Merci beaucoup. Également une petite précision, il me semble de côté Fibro de France qu'il y a bien 2 producteurs de lamellé collé peuplier et non un seul.
mais juste pour bien le préciser à tout le monde. Et une remarque que je vois également de Stéphane Cochet sur l'importance pour un usage du bois et des bois feuillus en menuiserie, fenêtres et portes, de pouvoir prouver la durabilité à l'usage suite à la concurrence depuis les années 80 du PVC ou du PSE. Sinon, je vois qu'il n'y a plus beaucoup de questions, donc je vais redonner la main à Fanny et voilà, remercier encore tout le monde pour les présentations et les différentes questions. Et voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez poser des questions à la suite du webinaire ou reprendre contact avec les intervenants ou Fibois. On est à votre écoute. Et je redonne la main à Fanny. Oui, merci Alec. Moi, ça va être très, très, très rapide. Évidemment, je remercie les intervenants de leur prestation. Donc, on a vu énormément d'aspects. Du coup, je vais laisser la main à Fabienne de la Bouglisse de Fibo de France pour nous proposer une conclusion. Oui, écoutez, j'ai pas vraiment de conclusion à faire. Je pense qu'il y a énormément de données qui nous ont été soumises avec deux angles complètement différents qui sont très complémentaires. Je pense que maintenant, il n'y a plus qu'à. Il faut qu'on remouline tout ça. Je pense que quand on aura les rapports finaux, également notamment le rapport d'Idéobis, on pourra également remettre aussi des choses, enfin se remettre peut-être plus de concret sous la dent, on va dire. Mais en tout cas, je voulais surtout remercier tous les intervenants pour la qualité des travaux et pour le temps que vous avez passé et le détail qui a été fait. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont été consultés. Il y en a certainement plus qui auraient pu l'être, mais on ne pouvait pas non plus consulter tout le monde. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment un bon panel et une analyse intéressante. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura intéressé. Il y a eu beaucoup d'échanges sur le chat. On peut considérer que c'est plutôt un bon signe d'intérêt. Et tout ça va être mis en ligne dans un délai. Il faut nous laisser juste un petit peu le temps de récupérer tout et puis d'avoir les études. Mais en tout cas, suivez nos sites des 3 Fibois, Fibois Île-de-France, Fibois Normandie et Fibois Hauts-de-France, et vous aurez tous les éléments. Voilà, merci à tout le monde. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, juste après, un bon week-end. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, merci à tous. Au revoir.